Bienvenue à Horreur Québec, le balado. Donc, bienvenue tout le monde à cet épisode de Horreur Québec, le balado. Premier épisode sans Chloé, c'est d'une tristesse. On n'entendra pas me corriger ou on n'entendra pas sa voix pour annoncer l'épisode. Ben là, tu veux-tu nous faire brailler déjà en partant? Tu Non, commences ça rough de mais même, là. on a assez pleuré au dernier épisode, là, donc on va essayer de garder le sourire. Mais qui de Oui, mieux pour oui. garder le sourire que toi, Eric, hein? Ah, écoute, j'ai le sourire dans la voix. Il fait chaud. Qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a un peu neigé, mais écoute, le printemps s'en vient. Ben, le printemps est là. En fait, l'été s'en vient. C'est la joie. Plein de films d'horreur qui sortent. C'était un mois d'avril vraiment rempli. Mhm, Donc, on est bien heureux. Je suis bien heureux d'être avec toi. Tout va mhm. bien. Non, c'est un mois d'avril bien rempli, comme tu dis. Là. Il y avait plein de films qu'on aurait pu parler. Là. Il y a Evil Dead qui arrive, il est juste au coin de la rue. Il y a Ari Aster qui revient avec Boys Hey, Afraid. vraiment, Mais on a fait le choix de parler de Renfield. C'était peut-être pas le choix le plus évident, mais on aime beaucoup Nicolas Cage au podcast, puis on se disait qu'il était temps qu'on lui rende hommage. Mais avant toute chose, aussi, on va faire évidemment les nouvelles Oui. avec toi, les recommandations. Puis, on a un petit bonus aussi en fin de segment. On a une petite entrevue avec Frank Apache du Festival Cabane à Sang pour parler de programmation. Donc, ça vient tout de suite après le segment. Et après ça, on embarque sur C'est Renfield. passe, en tout cas. Est-ce que je peux juste donner mon opinion 30 secondes? Ben oui, let's Ça go. sera vraiment pas long. Sympathique, vraiment divertissant. Mm. Moi, il y a, j'ai oublié son nom. Attends, Nicolas Hoult, Ouais. c'est ça? Hein? OK. Ouais. Je trouve qu'il fait vraiment le film. Il sauve le film, en fait, plus que Nicolas Cage, qui est pas si Oh, mal, là, mais je pense que si Nicolas Hoult n'était pas là, d'ailleurs, il est super cute, fait que ça aide. c'est sûr. Le film ne serait pas autant divertissant. Bref, c'est mon opinion C'est bon, on et va je être la capable. laisse. On va te contredire, mais que tu sois plus là pour te défendre tantôt. Ben, c'est correct. C'est correct. Bref, bravo pour la. Écoute, il y a une scène. C'est plate, je suis pas là pour en parler avec vous autres. La scène d'ouverture, j'ai bien aimé avec En tout cas, vous allez en parler, Ouais, ouais, ouais. j'en dirai pas plus. Mais il y a une scène d'ouverture que j'ai vraiment adorée. Fait des beaux clins Bref, d'œil à l'histoire du cinéma. oui, Ouais. oui, oui, mais là, moi, c'est pas ça que je vais parler. Je Mm. peux faire mes recommandations. Ou Ouais. ma recommandation, en fait. J'en ai une. On ne perdra pas nos vieilles habitudes vu que Chloé n'est plus là. Puis à un moment donné, on va revenir que Chloé n'est plus là. Euh, bref, est-ce que tu es prêt? Ouais. OK. Euh, Écoute, je suis dans un trip dernièrement grâce à mon chum qui a recommencé à écouter Midnight Mass de Mike Flanagan. Donc, depuis, j'ai écouté Midnight Mass, j'ai réécouté Midnight Club, mais je veux vraiment insister sur Midnight Mass, Mhm. qui est pour moi une série réconfortante. Et là, je vais essayer de m'expliquer qu'est-ce qu'il y a de réconfortant là-dedans. Je pense que pour ceux qui l'ont pas vu, en gros, là, c'est une petite communauté sur une île qui écoute, sont en bas d'une cinquantaine. Là. Il reste plus beaucoup de monde. Et un nouveau prêtre arrive. Et là, il se passe des affaires mystérieuses. C'est tout ce que je veux dire. OK. Parce que sinon, écoute, je vais dire le punch, puis je ne vais pas dire le punch. Là. Mais on retrouve encore plein d'acteurs qu'on trouvait dans les séries ou les films de Mike Flanagan. Donc, Mhm. Kate Siegel, de nom, là, Annabeth Gish, je veux pas me tromper. Ben, Henri Thomas, hein, on va Ben dire en oui. québécois, Henri Thomas. Et celle que je préfère, Samantha Sloan. Là, vous dites, c'est qui Samantha Sloan? C'est la rousse qui joue une poffine dans Midnight Mass, Mhm. qui a eu quelques rôles par-ci, par-là. Elle joue aussi dans Midnight Club, qui est quand même un gros rôle. Cette femme-là me fascine par son talent. Elle est bonne. On, le genre de personnage que t'aimes haïr. Ouais, ouais. Comme dans le bon vieux temps, je dirais. On aime ça, l'haïr. Oh! Petite claque d'en face. Ah! Je suis pas pour la violence, mais une fois de temps en temps, hein, petite claque derrière la tête, fait du bien. Bref, non seulement c'est ça,
sont tous bons. Sont vraiment tous bons. Les dialogues sont merveilleux. C'est une série très verbomotrice. Mhm. Ça parle. Je sais pas si tu l'as vu, toi. Non, pas encore. Mais je veux Ah, le ok. voir parce que quand même fan de Mike Flanagan. Puis, Écoute, ça parle beaucoup. Je sais que ça en a refroidi quelques-uns. Ça parle beaucoup. Ça reste un peu horreur. En fait, c'était vraiment plus un drame où est-ce qu'il y a de l'horreur un peu, selon moi. Bref, c'est très humain. Il y a une espèce d'esprit de communauté qui vient me chercher. Peut-être à cause que je viens des régions, je sais hmm. pas, mais c'est venu me toucher. Moi, encore, je sais, je braille tout le temps. Et là, j'ai effectivement versé plusieurs larmes. Et je dois aussi souligner la musique des frères Newton qui, ils ont fait plein d'espèces de cantiques religieux. Et là, je me dis, mon Dieu, je suis en train de redevenir chrétien, moi, là. Euh, non, on va toujours rester athée. C'est correct, mais c'est incroyable. C'est de la hyper belle musique. C'est, comment je pourrais dire, je cherche mon mot, c'est enchanteur. C'est pas enchanteur que je cherche, c'est, euh, aide-moi pas, aide-moi pas. Mais je savais pas C'est quoi te dire. Non, 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 écoute, c'est plate, je l'ai sur le bout de la langue. C'est pas hypnotisant, mais en tout cas, c'est de la belle, c'est de Hmm. la belle musique. Bref, c'est des beaux chants, c'est des beaux chants. Ouais. Bref, donc, le fait de le réécouter une deuxième fois m'a fait encore plus aimer la série. C'est pour ça que je me suis replongé j'ai même recommencé The Hunting of Hill House. Hmm. Bref, j'aime beaucoup Mike Flanagan. Je suis un fan fini, je crois. Ouais. Donc, écoutez ça, Midnight Mass, si vous ne l'avez pas vu. Ça vaut vraiment la peine. Ah, c'est sûr que Je pense. je vais prendre le temps de le faire. Là. J'avais tellement pleuré avec Ouais. Bly Manor, puis comme tu dis, Hill House, c'est tellement. Hey, mais, OK, ce qui est drôle, ce que tu en parles, c'est que j'ai pas réussi à la terminer. OK. C'est la seule série de Mike. Je pense, la seule chose de Mike Flanagan qui m'a moins accroché. Bon, c'est correct qu'on a tous le droit de faire des erreurs, d'avoir tort. Ben, écoute, peut-être que maintenant, étant dans mon trip, je vais peut-être le recommencer, puis on s'en reparlera, puis en même temps, on pourra se parler de Midnight Mass. Non, c'était un petit peu une blague aussi, parce que tu me fais souvent ces commentaires-là quand je dis que j'aime pas Candyman Oui, ou Midsommar. mais on taquine ce qu'on aime. Ah oui. Bref, et ceux qui cherchent peut-être le titre en français, là, c'est Le Sermon de minuit, Ouais. réalisé par Mike Flanagan. Bref, hey, mon Dieu, j'ai parlé longtemps. Toi, qu'est-ce qui t'a allumé? Ben moi, en préparation de l'épisode, c'est dans le fond, dans les dernières semaines, je me suis replongé un peu dans la filmographie de Nicolas Cage, mais aussi avec je me suis plongé dans des films annexes à Renfield puis à tout ça. Puis en fait, tu sais, il y a beaucoup de liens qu'on peut faire entre le personnage de Dracula et Nicolas Cage, là, que ce soit le fait que tu sais, le film emblématique a été réalisé par son oncle, Francis Ford Coppola, que lui-même, Nicolas Cage, il a joué un vampire dans Vampire Kiss, on va sûrement en parler au podcast d'ailleurs. Ouais, Et, il a produit aussi le film Shadow of the Vampire avec Willem Dafoe et John ouais, Malkovich là, qui parlait du tournage de Nosferatu sur cet angle-là. Puis de ce film-là que j'ai envie de jaser. Parce que je l'avais pas vraiment vu. Ben, en fait, j'avais vu des bouts dans le passé, je crois, mais je me rappelais pas avoir vu le film en entier. Puis je l'ai écouté, même si Nicolas Cage joue pas dedans, il est juste producteur. C'est un film que j'ai trouvé vraiment, vraiment intéressant. Je sais pas si toi tu l'as vu, Shadow of the non, Vampire. non, je veux le voir, par exemple. C'est Grosso dans ma modo, liste. la gimmick, c'est que ça se passe dans les années 1900, donc, au début des années 20, là, quand il y a le tournage du Nosferatu là, de Murnau, là, le film expressionniste allemand, là, qui est souvent flagué avec Calgary comme étant le premier film d'horreur là, de tous les temps. Puis, dans le fond, John Malkovich joue Murnau, le réalisateur, et Willem Dafoe joue Max Schreck, l'acteur qui jouait Nosferatu dans le film. Ouais. Sauf que la twist, c'est que dans cette adaptation-là, Max Schreck n'est pas une personne qui existe. C'est un vrai vampire que Murnau a trouvé dans le château, c'est qu'il a décidé d'aller tourner.
Et là, il se passe plein d'affaires sur le tournage, évidemment, là, parce qu'ils ont affaire avec un vrai vampire. Et c'est ça. C'est un film qui est vraiment à la frontière entre le réel puis la fiction, là. C'est vraiment pas un documentaire sur le tournage de Sferatu, mais plus une espèce d'imagination de comment aurait pu être le film de manière un peu plus, justement, surnaturelle et tout ça. Puis les Ouais. performances d'acteurs, en particulier celles de Malkovich puis de Dafoe, sont vraiment notables. Euh, Willem Dafoe, on n'a plus besoin de le présenter. Là. Les cinéphiles de l'horreur le connaissent beaucoup. Là. Il a fait plein de films dans les dernières années, Ah même non, dans mais les dernières années, comme Lighthouse. Oui? ouais. Ouais, Non, non, c'est mais, ça. non, mais j'allais dire, ils ont pris 2 acteurs qui débutent, hein. Je veux dire, Ouais. ils ont pas pris des acteurs, là, disons, D ou E, là, ils sont classés A, B, C, D, E. Non, mais Exact. ils ont pris vraiment 2 excellents Mm. acteurs. Puis c'est un film que je pense que c'est ça. Il n'y a peut-être pas le statut culte qu'il mériterait, honnêtement, parce que je n'avais pas beaucoup entendu parler Non, dans j'avoue, la hein. vie. Je ne l'ai pas vu souvent sortir. Puis je crois qu'il mérite qu'on s'y attarde. Là. Je ne sais pas si le fait que justement il y a la nouvelle adaptation de Nosferatu qui est en tournage Ouais. là, par Robert Eggers, justement, avec Nicholas Hoult, d'ailleurs, qui joue dans Renfield, qui va jouer à peu près le même rôle dans cette nouvelle adaptation-là. Ah oui, Ouais, puis Willem Dafoe qui va être là aussi, mais qui jouera pas le vampire. Là. Le vampire, le Sferatu va être joué plutôt par Bill Skarsgård, là, écoute, qui... moi, si Nicolas Soult est là, je suis là. Ouais. Hein? Ouais. Mais c'est ça, il va jouer. Il va jouer. Je me rappelle plus c'est quoi, parce que tu connais un peu l'histoire d'un Sferatu, là, que c'est comme Oui. Dracula, mais ils ont changé les noms. Là. Oui, oui, non, oui. Grosso modo, J'ai vu. Nicholas Hoult, il joue l'équivalent de Jonathan Harker. Là, fait que c'est comme Ok. la victime un peu qui. Fait que ça va être intéressant de voir ça. Là. Puis en tout cas, peut-être que ça va remettre un peu sur la map ce film un peu Ben oui. méconnu qui est Shadow of the Ben écoute, Empire. tu sais, honnêtement, je l'avais comme oublié, puis là, tu me fais penser que je vais essayer de le trouver. Et aussi, écoutez, si vous n'avez pas vu Nosferatu attends, c'est quoi, 1928, si je me trompe-tu, ou c'est Ouais, dans ces ouais, eaux-là, en tout cas. je le corrigerai au montage, mais ouais. Non, mais dans ces eaux-là, Ouais. écoutez ça, c'est tellement extraordinaire. Ouais, c'est un petit bijou du cinéma muet. C'est de l'expressionnisme allemand. Ouais, Là, c'est des performances. On va sûrement parler au podcast d'ailleurs, parce que Nicolas Cage fait souvent référence à ça bon, dans son je acting vais- style. Là, mais ouais. arrêtons d'en parler d'abord. Mais je vais écouter Shadow of the Vampire, Yes. certainement. Hey, je pense que c'est l'heure des petites nouvelles. Ouais, Qu'est-ce que t'en penses? ben c'est le temps. Hey, puis là, il faut que je vous dise. En plus, Raphaël il a tellement l'air relax Mm. sur son divan. Vous le voyez pas, là, mais je vais vous décrire son setup. Il est sur son divan, il a son chat à côté, la jambe croisée, il a tellement l'air relax. Et écoute, ça peut pas être stressé avec Raphaël. Tout est cool. Écoute, vu que Chloé n'est pas là, je voulais vraiment que tu te sentes détendu puis à l'aise. Là, fait Ben, que... écoute, un petit peu plus, puis je ferais une sieste. Quand même. Non, mais écoute, sérieusement, il y a quelques petites nouvelles qui ont attiré mon attention. On enregistre le 19 aujourd'hui. Il sortait la bande-annonce du 5e Insidieux, Ouais. Insidious, avec, écoute, avec la même gang, la petite famille. On retrouve Patrick Wilson dans le rôle du papa. Il y a Josh Lambert. Attends, non, non, excuse-moi, ça c'est son nom. Oh. Son fils, euh, Ty Simpkins, qui joue Mhm. Dalton, Rose Byrne, qui jouait sa femme. Bref, ils sont tous là. Et c'est Scott Teams qui a écrit le scénario de Insidious, qui s'appelle Insidious The Red Door, Ouais. basé sur j'allais dire sur la porte rouge, hein? Bravo, Eric. Bra- Plus un en anglais, 101. Hey, hein, bravo. Le film va sortir le 7 juillet prochain. Et est-ce que tu as vu, mon cher Raphaël, est-ce que tu as vu Speak No Evil qui avait sorti sur Shudder l'an passé? Oui, ben on en a parlé pour l'épisode de Fantasia, là, je crois. Ça se peut-tu? Oui, parce qu'il a joué à Ouais. Fantasia aussi. En plus, Ouais. il est disponible sur Shudder.
Bref, on apprenait que, c'est pas quoi, Quoi? il va y avoir un remake. Oh Déjà, my God. je sais, déjà, avec, on sait déjà que c'est James McAvoy qui va tenir la vedette du film. Évidemment, comme tous les films européens, il faut absolument qu'ils fassent un remake américain. Les Américains ne pourraient pas Ben, comprendre, sinon, hein. non, mais c'est ça que je me disais, je me disais, c'est tellement de la paresse intellectuelle un peu, quand même. Je sais pas, ça Ouais. vient de sor écoute, ça vient de sortir en plus, là. Je comprends, là, qu'il y a des sous-titres, c'est danois, donc faut tu sais, à moins de parler le danois, là, je comprends que tu comprends rien, mais il y a des sous-titres Hmm. pour ça. Attends, je Bref, chiale, mais tu sais, le funny game américain, je l'avais trouvé quand même le fun pareil. Là, tu sais, je veux dire, il y a moyen de ramener ça sur un autre contexte ouais, aussi. Tu mais sais, est-ce c'est un film qui que traite de violence. Là, il y a quelque chose sur comme. Tu sais, les États-Unis, là, c'est trash. Là, tout le monde a des guns. Il y a peut-être des quoi là, comme, à ouais, traiter à ce là, niveau-là. OK, oui, oui, ben, tu sais, je suis d'accord avec toi parce que est-ce qu'on va faire un remake de chaque film étranger pour plaire au public américain? En tout cas, Hmm. la question Ouais. se pose, là, je trouve ça un peu absurde, mais bref, c'est, James, Watkins qui a réalisé Eden Lake et The Woman in Black qui va réaliser la version Hmm. américaine et ça c'est prévu pour le 9 août 2024. Donc, Ah. Fait que, on a encore un an. je présume qu'ils vont tourner bientôt dans ce cas-là. J'imagine, puis pour ceux qui connaissent pas l'histoire, ben, c'est une famille danoise qui rend visite à une famille néerlandaise rencontrée en vacances et ce week-end-là, qui devait être agréable et enchanteur, prend, une tournure, vraiment désagréable et là, je pèse mes mots, là. Ouais. Je suis poli quand même. Ça va pas bien. Ça va Hmm. vraiment pas bien. Heu, Très bon film. Moi, je vous conseille peut-être de voir ça en premier là. Ouais, ouais, Heu, puis ben, je pense que Chloé l'avait fait ses recommandations aussi à un moment donné, ou je sais plus ouais. trop. En tout cas, on en avait parlé à l'épisode de Fantasia définitivement, puis ouais, ben, c'est pas à mettre peut-être en toutes les mains non plus, parce que c'est un film qui est quand même très, justement, il y a un propos sur la violence, c'est pas tout le temps facile à regarder, c'est pas un film d'horreur feel good, là. Oui, de toute façon et petite dernière nouvelle, je sais pas si tu es fan du Monsterverse là, Godzilla et cetera et Ah oui, je sais ce que tu vas annoncer, c'est sorti aujourd'hui. ah oui! Donc, Warner Brothers et Legendary Pictures dévoilent aujourd'hui le nouveau titre officiel de la Monsterverse opposant les Titans Godzilla et c'est Godzilla X Kong, The Ouais. New Empire. J'imagine qu'il faut dire, je sais pas, Times Kong, je sais pas. C'est-tu un fouet? Le X entre les deux? Écoute, c'est tellement Je pas pense que c'est intéressant. pour dire justement que c'est les deux, là. C'est comme dire, Hein? mettons, Moi, je travaille dans ouais, une école. Godzilla fois Kong, ça égale un nouvel empire. Bref. ça cale un nouvel empire, effectivement. Bref, je me trouve drôle. C'est pas grave si vous riez pas. Euh, donc, Godzilla X Kong, The New Empire est le cinquième film de la franchise Monsterverse et voit les légendaires Titan Godzilla et Kong faire équipe pour faire face à une menace si terrifiante. Oh, mon Dieu, qu'aucun des deux ne pourra survivre seul. J'ai hâte Ça, de voir comment, tu sais, parce que ça reste, tu sais, la scène la plus, tu sais, qui a fait le plus parler du dernier, c'était comme la fin quand que, tu sais, ils se battent en équipe contre le méca Godzilla, puis qu'ils se font ouais. un genre de signe de tête, genre, comme de respect, là. Et ça, là, ils vont sûrement pousser encore plus loin l'espèce de respect entre les deux, là. Même si c'est des animaux, quelque chose qui me fait un peu rire là-dedans, mais OK. pourquoi pas, tu sais, c'est des monstres Ben, géants. écoute, faudrait que je t'avoue que j'ai vu aucun. Je pense, est-ce que Skull, est-ce que ça faisait partie de ça? Ouais, Skull Island, ouais. OK. Ah, j'ai vu Skull Island. OK, ça, j'avais bien aimé, j'avoue. J'avais bien aimé ça. C'est, Adam Wingard qui a donné le dernier Godzilla versus Kong en Mhm. 2021, qui est de retour à la réalisation et Rebecca Hall, que j'adore, Ouais. va reprendre aussi son Qui reste rôle. dans la franchise. Hmm. Cool, vraiment cool. Bref, ça, vous pourrez voir ça le 15 mars 2024, moins d'un an Crème. quand même. Et c'est, écoute, j'allais dire son nom en québécois, Simon Barrette. C'est qui a joué qui écrit j'imagine The Guest ou l'acteur, il fait tout lui finalement, en plus d'être Hmm. cute.
C'est lui qui écrit le scénario de Godzilla, X-Kong de New Empire. Hey, j'aime ça dire X-Kong, mais en tout cas, bref. Ça m'amuse tant que ça. Bref, ça fait le tour des nouvelles qui ont retenu mon attention pour ce mois-ci. Fait que, salut Eric. Hey, à la prochaine, mon cher. Fait qu'on arrive dans ce deuxième segment d'émission, segment un peu spécial en fait, comme on l'a annoncé, on a une entrevue avec Franck Apache pour le festival Cabane à sang. Franck Apache, vous l'avez sûrement déjà entendu parler de lui si vous le suivez de près ou de loin le milieu de l'horreur, là, c'est un réalisateur et c'est aussi le fondateur du festival Cabane à sang. Comment ça va, Frank? Ça va très motherfucking bien, hein, et toi? Super. C'est ça, dans le fond, on est vraiment content de pouvoir te jaser parce que, comme tout le monde, on a été flabbergasté par la programmation de Cabane à sang, d'ailleurs, qui va se tenir du 24 au 27. 24 au 27. Le lancement, c'est ouais. le 24. Ouais. Parfait. Peut-être Puis, dans le futur, on va avoir 5 jours, là, mais déjà 4 là, cette année, c'est quand même assez élevé. Ben ouais, c'est malade, là. Puis, dans le fond, peut-être que je commencerais par juste que si tu peux me parler un peu comment ça a commencé Cabane à sang, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Oh shit, yeah, of course. Comment ça a commencé? Initialement, c'était pas une formule festival, c'était un espèce de cinéma ambulant, un peu comme qu'est-ce qu'on voyait pendant des années du cinéma d'exploitation, où est-ce que les gens amenaient des films sur la route en espèce de tournée comme un band de musique. Mm-hmm. Et faute d'avoir des opportunités de diffusion pour nous et une couple d'autres chums, on parle de Gab Claveau qui avait fait Punk Fu Zombie et Camille Monette qui avait fait Terminator et moi-même avec Sleazy Pete. On a décidé de créer nos propres opportunités puis d'aller sur la route, se booker une coupe de bars puis d'amener les films là-bas. Ça a été super cool. On a eu un certain succès, mais c'est sûr qu'avec le gaz et tout, puis lancer des nouveaux projets à l'extérieur, c'était pas super viable. L'année suivante, on a décidé à la place, on a mis de côté le truc sur la route, puis on a décidé de focusser, de faire quelque chose localement. Puis c'est ça, c'est comme ça que c'est né. 6 ans plus tard, on est rendu là à booker 4 jours de prog, toujours un peu plus poussé les uns que les autres. Puis cette année, on lance même un nouveau programme qui s'appelle Keep It Weird. Donc, ça fait du chemin là, pas mal depuis l'ineptie de... L'ineptie, c'est-tu même le bon mot que je suis en train de dire? L'inception. Ben, on comprend ce que tu veux dire, ouais. Ouais, c'était juste pas pantoute le bon mot, mais it's all good. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est ça, mais la mentalité punk, quand même, se poursuit. Ça qui est cool aussi avec Cabane à sang, c'est qu'il y a un côté justement de DIY, là, puis il y a un côté qui est vraiment mis l'avant, puis qui fait bien avec la programmation de films que vous projetez, là, avec des films qui souvent, mettons, n'ont pas beaucoup d'autres fenêtres de diffusion. Les courts-métrages, il y a d'autres festivals, il y a Spasme, là, mais justement, il y a comme. Il y a ce côté-là qui est très cool aussi de laisser, de faire, justement, d'offrir cette visibilité-là. Là. Oui, définitivement. Puis, écoute, moi, je viens d'un background où est-ce que je faisais des films à 20 $. Puis Fantasia, Espace m'ont donné mes premières opportunités, mais au film, puis tu sais, comme on parle de là, 12 ans à peu près, Ouais. au fil du temps, tu sais, ils ont de plus en plus de soumissions, puis ça devient plus accessible d'avoir des bons Kodak et tout ça. Donc, c'est vraiment de plus en plus compétitif pour ces plus gros festivals-là. Et comme tu disais, c'est plus difficile pour des trucs indie qui n'ont pas, qui ont pas une crise de scène, on va se le dire, d'être vus, mais parfois c'est super divertissant, right? Donc, nous autres, dans le fond, qu'est-ce qu'on voulait faire? C'est venir un peu boucher ce trou-là qu'il y avait, puis donner des opportunités aux personnes qui veulent s'essayer, qui veulent se lancer, que c'est leur premier film. Parfois, c'est des gens vétérans du milieu qui sont comme je m'en calisse, j'ai pas envie de mettre une scène sur cette idée stupide-là. Mais qui va la montrer? Ben, c'est des gens comme nous autres, tu sais, qu'on se prend pas trop au sérieux, mais tu sais, comme assez en même temps qu'on fait pas juste montrer des trucs El Cheapos non plus, tu sais. Non, c'est sûr. Cette année, je sais pas si tu as checké un peu la prog en détail, là, mais on a des trucs qui ont
qui ont été à Sundance, South by Southwest. On a un truc qui a été fait dans le cadre d'un lab à Cannes. Yo, je pensais jamais, motherfucking, dire ça de Chris Davy, qu'à Cabane à ça, on montre quelque chose qui a été fait pour Cannes. Bref. Ah, c'est clair, là. C'est assez intense, puis c'est une excellente animation d'ailleurs. On a un truc qui est qualifié pour les Oscars, qui est aussi une autre animation. En fait, on a un paquet d'animations cette année, c'est vraiment sick. Là, je suis en train de m'éparpiller, je suis trop excité. Je suis vraiment stock de la prog. Ça fait des mois et des mois et des mois que je fais juste checker des films avec ma team pour cerner le best du best de qu'est-ce qu'on a là. Puis c'est vraiment excitant là, cette année. Mais bref, je vais te laisser poser d'autres questions, sinon je vais parler pendant les 30 prochaines minutes. En fait, ma question pour aller sur la prog, justement, est-ce que, dans le fond, tu sais, justement, tu dis, il y a des films qui sont peut-être un peu plus évidents, là, qui sont peut-être des plus gros, mais dans la prog, est-ce qu'il y a des pépites un peu que tu aimerais ça mettre de l'avant, t'as la fenêtre, là, parce que là, tu t'adresses à une gang de fans d'horreur, là, donc... Ouais. Écoute, c'est pas un secret que moi, je suis fan de gore, et c'est pas un secret que je suis fan d'animation. Et pour moi, là, cette année, il y a une animation qui est fucking insane. C'est genre 12 minutes. Ça jute et ça jute. C'est l'animation la plus juteuse que j'ai eue de tous les temps. Je sais pas si les gens qui nous écoutent sont familiers avec le BDiste Johnny Ryan, mais si j'avais à comparer cette animation-là, c'est genre Johnny Ryan meets Squeak the Mouse, deux trucs de comic book vraiment gore. Ça s'appelle Birds Whose Legs Break Off. Donc, des oiseaux que leurs pattes brisent. Et c'est un shit show. Quand on était allé en Belgique pour présenter une prog 100% québécoise, j'ai vu ce film-là et j'ai pas arrêté de rire, mais c'était tellement intense, là. J'ai riais tellement qu'à l'autre bout de la salle, des Français que j'avais rencontrés, ils m'entendaient rire de l'autre bout, puis ils me reconnaissaient juste parce que je riais trop fort. Puis ça fait plusieurs fois que je l'écoute et je me tanne pas, là. Tout le monde crée. Ça fait juste chier dans la pelle de A à Z. C'est incroyable. Écoute, je t'avais de pleurer de rire juste à penser à ce film-là. Je veux pas vous le overhype, mais pour moi, c'est un des meilleurs things cette année. Ça va être dans la prog Mixed Meats, qui est la soirée de clôture. Et d'ailleurs, on va avoir un bloc 100% animation 2D, 3D, stop motion, claymation, tout ça, tout inclus, chose que je suis super fan. Là. Ça va être intense. Ouais, ben moi aussi, en fait, c'est un des trucs que je parle le plus souvent en podcast. Puis c'est souvent moi qui m'étape en critique pour Horreur Québec, là, les films d'animation, les stop motion, tout ça. Fait que c'est clair que s'il y a une soirée que je vais m'arranger pour venir faire mon tour, ça va être celle-là. C'est ça qui est cool avec un festival comme Kabbalah, c'est que c'est vraiment imprévisible. Là. Tu vas tomber sur des trucs. C'est sûr, ça va être tout le temps être un peu inégal selon ton appréciation. Des fois, il y a des choses que tu vas pas marquer, mais c'est sûr que tu vas trouver des gemmes que tu vas faire genre, OK, ça, c'est génial. Ouais. C'est sûr que tu vas vivre des moments marquants. Là. Et tu sais, comme, ce qui arrive, c'est que dans la prog générale, on n'a pas une énorme quantité de films québécois. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé au fil des années. On dirait qu'il y a moins de gens qui font dans l'horreur et dans le trash, contrairement à avant. J'imagine qu'ils se sont tous pognés des jobs ou qui ont décidé de faire des trucs qui rentrent dans des plus gros festivals et ils se professionnalisent aussi. Et, je veux dire, tu peux pas faire des films à 20$ toute ta vie non plus. Là. Donc, tu sais, comme on en a une coupe, tu sais, comme on a Robin Anctil, on a un truc de Catherine Côté qui est dans le collectif Le Zoo. On a un merveilleux film de encore un gars de Cabane à sang qui s'appelle Gabriel Auclair-Doucet, pour ceux qui le connaissent. Il est pas pire. Il invente des bonnes. Des bons trucs imprévisibles, lui aussi. Là. D'ailleurs, son film, il y a une poupée gonflable. Là. Je vais arrêter là. On n'en dira pas plus.
Ouais. Sinon, il y a Toby Garceau qui fait un film de mini-pot. Pour les fans de ASMR, il y a ASMR de Maxime Girard. Puis dans la prog sci-fi, on a Édouard Corneau, des frères Corneau de Jonquière, Mhm. qui a fait un petit court-métrage on the cheap pour la soirée sci-fi. D'ailleurs, un participant cette année au Party Pooper et l'année passée, puis lui et son frère Guillaume, c'est les gars qui organisent nos nouvelles projections à Jonquière de Cabanassan. Mm. Fait que là, on a fait le tour, c'est pas beaucoup, Non, mais. mais tu sais, comment dire, c'est un peu un bummer pour nous autres parce qu'on aimerait programmer beaucoup plus de stock québécois. Mais vu que, tu sais, comme on est vraiment pointu dans notre approche et c'est très niché, ça devient un peu difficile. Et c'est la raison qu'on a décidé de faire le Party Pooper Trash Film Mhm. Competition, tu sais. Hey, si t'as 200$ dans les poches ou même si t'as 20$, parce que t'es pas obligé de te rendre à 200$, fais un Ouais. film selon les règles qui sont fucking lousses, on va se le Ah dire, ouais. là. C'est... Tu sais, oh, la thématique sexy, il y a un props à utiliser, puis that's it, là. Fait que, tant que tu Mais ça, restes... c'est cool justement, parce que tu dis genre, ouais, il y a moins de gens qui en font, mais ça va donner le goût à peut-être plus de gens d'en faire, justement, tu sais, parce que au final, faire du cinéma, tu sais, ça a l'air gros, ça a l'air tough, mais il suffit d'une idée, puis de la détermination, puis c'est faisable, là, puis c'est ça que ça montre des trucs comme justement les Party Pooper, puis genre le festival en tant que tel, là, c'est ça qui est cool là-dedans, là, c'est que justement, ça va peut-être inspirer un peu plus les gens à Ben prendre oui, une caméra. définitivement. Définitivement, puis c'est ça l'idée, tu sais, c'est comme de motiver des vétérans du milieu, de retourner à leur source puis faire des films avec des Mhm. budgets de BS, puis Ah ouais. d'inciter des gens qui n'ont jamais fait de film, comme d'ailleurs mon coloc et sa blonde, qui ont. Elle est actrice, puis lui, il m'a aidé dans 1 million de mes trips de Mhm. films, que ce soit des sketchs ou des courts-métrages. On a toujours aidé. Puis là, c'est comme une belle opportunité pour eux autres d'essayer de faire leur premier truc. Euh, on a quelqu'un qui les a aidés, eux, avec des effets spéciaux. Elle n'a jamais fait de film, puis elle a décidé de s'essayer puis de faire quelque chose. Donc, tu sais, comme, qui sait ça va être quoi le résultat? Qui sait comment les gens ils vont réagir à ça? Mais ça offre l'opportunité à tout le monde de s'essayer, d'être Ah ouais. vu, de participer à quelque chose de plus gros, puis de ramener du nouveau sang. Puis, tu sais, c'est c'est un peu différent que juste les challenges de films et tout ça. Tu sais, comme vu que on baisse la barre, mais de manière égale à tout le monde. Mhm. Puis, je sais pas, pour ceux qui nous écoutent, s'ils catchent, là, mais faire un film avec 200 fucking piastres, là, c'est fucking pas facile. Non, c'est clair, là. Tu sais, il faut que tu penses à ton affaire. C'est facile de s'emporter, avoir plein d'idées, puis, hey, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais là, quand tu commences à budgéter, mais comme, yo, comment je vais faire ça? Il faut que tu coupes dans ci, il faut que tu coupes dans ça. Puis là, pour te rendre à 200 piastres, il reste pas grand-chose. Puis là, tu sais, comme avoir du sang, tu sais, comme déjà Ouais, juste là, ton là. niveau de litre de faux sang va baisser rapidement, là. Ben, c'est parfait. Ben, merci pour ton temps, Frank. C'était vraiment enrichissant. Finalement, on a parlé de la programmation, mais on a aussi parlé de cinéma, fait que c'était vraiment parfait. Ouais, ça s'est fait juste naturellement. Ben ouais. Puis ben, je suis sûr que tu vas avoir donné le goût à plein de monde de s'essayer. Fait que ben merci. Puis on rappelle que Cabanassan du 24 au 27 mai. Yes. Allez voir la programmation sur le site. Je suis sûr que c'est sûr que vous avez trouvé au moins une soirée qui va vous allumer. Puis ben, on se voit là-bas. Yes. Très bien. Donc, bienvenue dans dans ce segment principal en fait du nouvel épisode. Là. C'est sans surprise, là, on l'a déjà annoncé, puis vous avez vu la vignette. On parle de Nick Cage. Yes. Je le sais que c'est peut-être pas un sujet qui était évident, là, mais je vais expliquer un peu plus longuement pourquoi on l'a abordé. Mais avant ça, je vais présenter évidemment les gens qui vont partager ce sujet avec moi. On a d'abord un habitué du podcast maintenant, Daniel Leblanc, de la chaîne Horreur FL. Comment ça va, Dan?
Ça va super bien, toi? Super. Toi, on le sait que tu es un fan de longue date de Nick Cage. Là. Ceux qui suivent Oui. ses réseaux sociaux sont au courant. Là. Fait que c'était comme un no-brainer de t'avoir. Ben oui, j'ai quand même un tatou de sa face. C'est vrai. Puis le deuxième invité, en fait, c'est un ami personnel à moi que, en fait, on a bandé sur notre amour mutuel de Nick Cage. Ben, c'est Frédéric Hamel. Comment ça va, Fred? Bonjour, ça va bien? Je suis content d'être là. Je suis newbie. Ouais, ben, c'est son premier podcast, mais je suis sûr qu'il va être un excellent invité. J'avais vraiment envie de faire cet épisode-là depuis longtemps. Chloé a été d'accord aussi jusqu'à son départ au dernier épisode, là, vous le savez tous. Mais ça tombe quand même bien parce que je me disais ça tantôt. Le dernier épisode qu'on a fait, c'était sur Shyamalan. Shyamalan, c'est un de mes réalisateurs préférés. Puis là, on tombe sur Nick Cage, qui est probablement mon acteur préféré. Donc, c'est comme un bel enchaînement pour moi. C'est un bel épisode pour commencer ma carrière solo de podcasteur. Et dans le fond, l'idée, pourquoi on voulait parler de Nick Cage, c'est que, bon, Nick Cage, c'est beaucoup de choses. Là. Oui, c'est un gars, c'est un acteur hollywoodien. Quand on parle de Nick Cage, il y a souvent deux réactions possibles. Soit c'est comme genre, ah ouais, pourquoi? Parce que c'est du monde qui connaissent juste comme, mettons, l'acteur que jouait dans Trésor National ou qui a joué dans La Cité des Anges ou Conair ou peu importe, là, les films qui pas nécessairement que des gens voient comme culte ou quoi que ce soit. Dans le milieu cinéphile, par exemple, là, tu as deux réactions possibles. Tu comme genre, ah ben oui, et c'est évident, Nick Cage. Ou tu as le côté genre, ah ouais, mais il me semble qu'il est pas bon, là. Il y a le côté meme aussi qui embarque. Puis Ouais, c'est quelque chose qu'on avait malheureusement. envie je pense, de démystifier les trois aussi, là, le côté Nick Cage comme un mauvais acteur. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est vraiment pas le cas. Là. Non, vraiment pas. Absolument. Absolument. C'est un excellent acteur. Exact. Puis tout le côté meme aussi qui est autour de lui, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu fasciné. Puis ça a été, ben toi, Fred, je sais aussi, on en parlera un peu plus longuement tantôt, là, mais ça a été ton point de départ pour t'intéresser à sa carrière. Mais pourquoi il a acquis cette image-là au fil du temps? Parce qu'il y a un jeu d'acteur qui est très atypique, surtout dans le milieu hollywoodien, là, ou le milieu hollywoodien qui est très ancré, mettons, autour des performances assez naturalistes, très réalistes, là, d'essayer d'être le plus euh, proche d'une espèce de vérité profonde de personnages, souvent en sous-jouant aussi et en ayant des performances comme tout ce qui est hérité un peu du acteur studio, là, d'être en immersion, là, puis euh, dans le meilleur des mondes, tu as des acteurs comme Daniel Day-Lewis là, qui vont vraiment prendre, qui vont être un peu possédés par le personnage, puis vivre comme le personnage pendant des semaines. Puis dans le pire des cas, tu as des affaires comme genre Jared Leto là, qui va se déguiser en Joker puis qui va envoyer des condoms usagés à ses co-stars. Là. Mais dans tous les cas, il y a comme cette espèce de mythe de l'acteur là, qui fait qui livre des performances comme ça. C'est pas vraiment l'idée que Nick Cage a fait de l'acting. Euh, Puis c'est ça ce qui en fait un performeur assez inoubliable et puis assez important. Notamment, juste petite anecdote, David Lynch, que tout le monde est d'accord pour dire que c'est un grand cinéma, dit que Nick Cage est un grand acteur, puis c'est un espèce de musicien jazz de l'acting. Et il y a aussi l'acteur Ethan Hawke qui a affirmé que Nick Cage, c'est selon lui l'acteur qui a le plus fait évoluer le craft depuis Marlon Brando. Donc, je pense que cette reconnaissance-là de ses pairs aussi contribue à essayer de nous faire aller vers une espèce de démystification du fait que Nick, c'est juste un mime ambulant. Mais j'aimerais ça vous entendre votre relation par rapport à lui. Peut-être toi en premier, Dan, comment t'as découvert un peu Nick Cage, puis qu'est-ce qui t'a amené à l'apprécier? J'ai tout le temps pas mal aimé l'acteur. Moi, ça a surtout commencé dans les années 90 avec Face Off puis Con Air. Moi, dans ma tête, avant qu'il joue dans Wicker Man, c'était juste un gars d'action. Puis après ça, j'ai découvert ses autres rôles. Éventuellement, ça a été National Treasure, ses rôles les plus populaires, mais dernièrement, dans les dernières années, je me suis vraiment concentré à essayer d'approfondir sa filmographie. Puis c'est vraiment en regardant Wild at Heart que j'ai capoté. Je sais pas qu'est-ce qui m'a fait ce film-là, là, mais Wild at Heart de David Lynch, là, c'est tout un film. Puis Nicolas Cage là-dedans, il est comme un genre de simili Elvis, je sais pas trop, comme
Sa performance est vraiment venue me chercher. C'est pas pour rien que c'est ce film-là j'ai choisi pour mon tatouage. Mais dans les années plus récentes, je suis retombé en amour avec, si on veut, à cause de Mandy, comme beaucoup de monde. C'est vraiment sa performance dans Mandy que j'ai fait comme oh shit, il n'a pas perdu la touche, il l'a encore, il pousse à fond. Juste à penser la scène dans la salle de bain. Ouais. C'est à fleur de peau. Puis c'est cette énergie-là que j'ai, dans les dernières années, voulu retrouver. Fait que là, j'ai comme commencé à approfondir un peu plus sa filmographie. Puis j'ai découvert des petites perles au travers de ça. Puis c'était un acteur que j'aimais beaucoup. Puis c'est vraiment devenu un de mes acteurs préférés, sinon mon préféré depuis, là. J'attends tous ces films avec impatience. Comme là, je pense qu'il vient de sortir. Il y a un western de The Old Ways. Ouais. J'aime pas les westerns. Je veux le voir juste parce qu'il est dedans. Tu sais? Fait que c'est ça, comme il va me pousser à faire découvrir des films que j'irais pas nécessairement voir s'il était pas dedans. C'est rare que je fais ça, de comme cet acteur-là est dedans, ça va être bon, mais lui, c'en est un. Tu sais, avant, je me fiais surtout au réalisateur, mais en ayant découvert ce côté un peu plus éclaté de Nick Cage, c'est vraiment un acteur que j'ai pas le choix de regarder tout ce qui sort. Ben, je suis vraiment d'accord avec toi, puis je trouve ça intéressant que tu aies apporté Wild at Heart. Tu sais, nous, on l'a vu ensemble, Fred et moi, puis c'est un film qui, effectivement, là, je pense que les gens qui sous-estiment Nick Cage ou qui font comme un peu, qui ont soif de voir une performance vraiment atypique puis incroyable. Puis tu vois, je me rappelle quand tu avais dit que tu allais l'écouter sur les réseaux sociaux, je t'avais envoyé un petit message de commentaire pour dire genre tu vas capoter. Là. Puis, c'est Wild at Heart, c'est génial. Toi, Fred? Ben moi aussi, comme Daniel, là, quand j'étais jeune, je connaissais bien ces films d'action, là, Con Air, Face Off, The Rock. Puis je me souviens avoir vu les deux Trésors nationaux au cinéma. Puis je l'aimais bien comme acteur, mais c'était pas une passion à ce moment-là. Mais je pense qu'en 2018, j'avais vu une vidéo sur YouTube là, que ça demandait Nicolas Cage, bon ou mauvais acteur. Puis je me demandais pourquoi on se pose la question pour lui. Tu sais, j'avais aucune idée du débat à ce moment-là. Puis j'avais regardé la vidéo, puis ils basaient beaucoup de leur argumentaire sur Vampire's Kiss. Puis moi, j'avais jamais entendu parler de ce film-là. Fait que je me suis dit, il faut que je voie ce film-là. Parce que les avis, c'était soit on l'aime pour ça ou on l'aime pas pour cette performance-là, pour ce genre de performance-là. Ouais. Fait que ça amène bien le film que je vais vous parler, ben c'est Vampire's Kiss. Fait que je peux briser la glace tout de suite. Ben oui, tout à fait. Je pense que c'est approprié. Je peux surfer sur c'est ça. le meilleur segue possible. C'est ça. Fait que Vampire's Kiss, c'est sorti en 1988. Ça a été filmé quand Nicolas Cage avait 23 ans. Fait qu'il est très jeune. Je pense qu'il fait un peu plus vieux quand même dans le film, là, surprenamment, là, mais il a juste 23 ans. Mais je pense que l'esthétique un peu fin 80 aide pas là-dedans. C'est les grosses suits puis les coiffures un peu. Le look aide pas. Le look ne le rajeunit pas, ça c'est sûr. Le film il a été réalisé par Robert Bierman, qui a pas réalisé d'autres choses qui a l'air connu. Là. Il a fait d'autres choses, mais rien de connu. Ça a été écrit par Joseph Minion, que lui aussi a l'air d'avoir écrit d'autres choses. Je sais qu'après un peu l'échec commercial du film, il était retourné en Angleterre puis il avait travaillé sur la télévision. Mais je connais pas plus sa carrière que ça. Fait quand il a fait ce film-là, il venait de faire Moonstruck avec Cher. Fait qu'il commençait à avoir un certain buzz autour de lui. Puis je sais qu'il y avait eu son agent n'était pas convaincu qu'il devait aller faire Vampire's Kiss, mais... Je rappelle que Moonstruck, c'est une comédie romantique un peu, Ouais. c'est sûr que ça vient casser un peu de... Mais, ça clash. mais le script de Vampire's Kiss, ça parlait à Nicolas Cage, puis il voulait vraiment faire ce film-là.
Fait que, Nicolas Cage, il joue Peter Lowe dans ce film-là. C'est un agent littéraire. Il travaille dans une genre de maison d'édition, là. C'est un style de personnage là, qui peut rappeler un peu Patrick Bateman là, dans American Psycho. Mais ça, c'est sorti en 2000, là, fait que il y a peut-être des parallèles à faire entre les deux, mais on rentrera pas là-dedans. Mais c'est typiquement une espèce de yuppie, là, de boss d'entreprise coquet années 80. Là. Ouais. Très, très carriériste, très imbu de lui-même. Là. Fait que tu sais, c'est un gars qui il sort à tous les soirs, il y a des one-night stands, mais on comprend qu'il manque comme l'amour dans sa vie. On dirait qu'il y a beaucoup besoin de contrôle sur les femmes. Puis ça l'aide pas. Tu sais. Fait que le film, au final, c'est un gars qui devient fou puis qui pense qu'il devient un vampire. Suite à une rencontre avec un de ces One Night là, il sent qu'il se fait mordre au cou. Dans le film, c'est vraiment montré comme un vampire. Mais on comprend assez vite que c'est dans sa tête, tout ça. Le film, il n'essaye pas vraiment de nous faire croire qu'il devient vraiment un vampire. C'est vraiment... on n'est pas supposé avoir beaucoup de sympathie ou de pitié pour lui. Là. C'est vraiment... On regarde sa psychose du début à la fin du film. Puis c'est... J'ai pas envie de raconter tout le film. Non, là. On peut parler des moments, là, les segments, les plus marquants, là, mais ça, c'est un film qui fait quand même très série B comme feeling, que c'est vraiment la performance de Nicolas Cage qui fait que ça vaut le détour. Là. Ouais, c'est ça. On se rappelle que c'est ce film-là qui a engendré la plupart des memes que vous avez vus. Là, c'est les gros yeux, là, l'espèce de regard vraiment intense, l'espèce de moment où c'est qu'il récite l'alphabet ultra frénétique. Là. Ça vient de ce film-là. Là. C'est ça. Puis pour ce film-là, il a juste été payé 40 000 $. Il n'y a aucun regret. Il s'est acheté un char avec cet argent-là. Mais il a vu ça comme la possibilité vraiment d'expérimenter. Il a vu ça comme un laboratoire pour complètement abandonner là, le naturalisme, là, comme tu as mentionné tantôt, puis d'aller vraiment vers le style là, d'expressionnisme là, allemand, des films muets là, des années 20. Fait que lui, fait que toutes ses expressions, ses gestes, c'est vraiment inspiré de ce genre de film-là. Puis lui, il a juste matché un niveau de voix qui fit avec ces expressions-là. Fait que, justement, il y a des gens qui aiment ça, des gens qui n'aiment pas ça. Moi, ça m'a beaucoup plu quand je l'ai vu, là, un peu un anticonformiste, des fois, ça fait du bien, puis on aime ça. Ouais. Puis, c'est ça, il s'est servi, c'était un laboratoire pour lui, puis il a dit avoir utilisé quand même beaucoup des expressions faciales qu'il avait testées dans ce film-là pour Face Off, qui est un autre de ses rôles où il est bien connu pour ses expressions. Face Off, autre réservoir à mime bien connu. C'est ça. Fait que avant le switch de face, là, quand il joue Casper Troy, là, c'est vraiment... ça paraît surtout dans la scène d'ouverture. Sinon, le film n'a pas été un gros succès là, au box-office, là, malheureusement. Non. Il y avait un budget de 2 millions, puis ça a juste fait 750 000 au box-office. Oh. Ça a été vraiment connu par après, par les fans de Nicolas Cage qui sont... Il y a un culte autour de ce film-là. Il y a les memes qui aident beaucoup ça, mais il a fallu que des gens aiment le film pour en créer des memes. Fait que... je pense que l'affaire des memes,
c'est beaucoup venu avec des compilations là, qui ont commencé à exister sur YouTube, genre, je sais pas à partir de quand exactement, mais des espèces de compilations de supercuts de toutes les réactions intenses de Nicolas Cage, mettons, dans ses films. Je pense que ça l'a beaucoup apporté une espèce de visibilité à Vampire's Kiss, mais pour des mauvaises raisons, parce que beaucoup de gens écoutaient ça pour se moquer de sa performance. Là. Même si lui, justement, il a souvent dit en entrevue que c'est un de ses films préférés qu'il a fait, puis qu'il s'est vraiment donné à fond. Puis quand tu le mets dans le contexte de ce qu'il essaie de faire, d'essayer de rendre hommage à l'expressionnisme allemand, puis à Max Schreck, l'interprète originel de Nosferatu, parce qu'on se rappelle dans le film, il devient un vampire, mais il ne devient pas n'importe quel vampire, il devient Nosferatu. Dans Vampire's Kiss, il y a un moment sur la télévision, il regarde Nosferatu, puis à partir de ce moment-là, ça paraît dans son expression physique, là, les épaules relevées, ouais, c'est ça. tourne pas, souvent les mains ouvertes avec les doigts qui pointent vers l'extérieur. Là. Il y avait même une scène, là, je me souviens, on voyait un peu il va vers une porte, là, il y a le jeu d'ombre, un peu comme il y a dans Nosferatu, justement. Fait que c'est une inspiration très assumée dans ce film-là. Puis l'affaire qui est quand même drôle, là, drôle, c'est que, je sais pas si tu avais lu ça, mais la scène, je pense, c'est après qu'il ait attaqué on va l'appeler sa secrétaire. Là. Ouais, c'est sa secrétaire, ouais. Ouais. Il est genre dans un stationnement souterrain, ça fait un petit bout, je l'ai vu, là. Genre dans un stationnement souterrain, puis il pleure. Il s'était mis au défi de faire bouhou. De faire bouhou, tu sais, comme un bébé qui pleure. Mais il le fait, puis ça passe super bien. Fait que c'est vraiment étonnant de ce qu'il a réussi à faire passer dans ce film-là. Quand même. C'est qu'il s'entendait bien avec le réalisateur, puis leurs visions ont bien matché. Ils s'entendaient bien pour le réalisateur. Il gobait toutes les propositions de Nicolas Cage. Parce que apparemment que on pourrait penser que Nicolas Cage a voulu beaucoup changer le script pour faire tous ces tests-là qu'il voulait faire. Mais dans tout le film, il y a juste une scène qui a changé. C'est une de celles qu'on se souvient beaucoup, là, quand il mange une coquerelle. Là. Ouais. Dans le scénario, au début, ce qui était prévu, c'est qu'il croque dans un œuf cru, là, puis qu'il essaie comme de sucer là, dedans là, comme un vampire frais. Mm-hmm. Puis lui, il déteste là, les insectes et les bébites dans la vie. Puis il se demandait, ça c'est quoi la pire affaire que je pourrais faire qui me dégoûterait puis qui choquerait les gens. Fait qu'il avait proposé au réalisateur de manger une coquerelle. Wow. Ça a pris 2 prises, fait qu'il en a mangé 2. Puis, je pense que c'est des coquerelles qu'il avait comme trouvé dans le sous-sol de où est-ce qu'il filmait. Là. C'était même pas... ouais. J'avais lu un truc qui était intéressant aussi, je trouvais ça comique. Ils ont appelé un docteur pour voir si c'était safe de manger une coquerelle qui traînait. Et le médecin avait dit que ce serait bien qu'ils prennent un whisky après. Pour désinfecter. Pour désinfecter. Dans les faits, c'est de la vodka qu'il a bu, mais... Close enough. Il y a beaucoup d'anecdotes. Weird là, sur ce film-là. Là, il y en a un autre que j'ai lu en fin de semaine. Là. Il y en avait plusieurs affaires, j'avais entendu un peu parler, mais pas ça. Ça me fait vraiment rire. L'actrice qui fait la soi-disant vampire, là, c'est Jennifer Beals. Mm-hmm. Puis, il l'aimait pas tellement au début. Là. Il sentait pas qu'il y avait une bonne chimie entre les deux. Puis, ils ont quelques scènes où ils sont un peu en ébat. Ben oui, quand donc, c'est fait pour évoquer un rapport sexuel. C'est ça. Puis, il a demandé de se faire verser du yogourt chaud sur les orteils pour être capable de se sentir excité, pour être capable d'être bon dans la scène. C'est vraiment spécifique. Puis, ouais, hein? Je disais ça, c'était une entrevue avec un des producteurs que j'ai eu. Puis il se demandait vraiment qu'est-ce que ça y faisait pour l'exciter du yogourt chaud. Mais ils l'ont fait. Puis il y a 3 scènes là, où il y a
des ébats comme ça, là, où, ben, puis on voit pas ses pieds. Fait que, il avait bien marqué le fait qu'on voyait pas ses pieds, comme s'il pouvait mettre du yogourt chaud. Ça, je trouve ça complètement fou comme. Je la savais pas celle-là, c'était assez out there, hein? Ouais. Ben, il t'a dit une affaire tantôt qui donne envie d'enchaîner un peu sur un truc, c'est que il s'est donné le défi de Machine Gun Kelly. Il s'est dit genre, je vais me faire verser du yogourt chaud ses pieds. Il porte tout le temps une espèce de partie de ses démons un peu personnels, puis c'est King là, dans sa filmographie. Là. Ben, King pas au sens sexuel nécessairement, mais genre, c'est comme de ses gimmicks, de trucs préférés. C'est un acteur que jamais il va faire un film qui va être totalement impersonnel. Il va tout le temps avoir trouvé des raisons personnelles pour vraiment s'investir dans ses rôles. On n'en parlera pas vu que c'est pas vraiment de l'horreur, mais dans Ghost Rider, il s'était cousu des artefacts égyptiens dans son côte de cuir pour vraiment être capable de se mettre dans la peau de son personnage. Toute cette logique-là dans sa tête, lui, c'est comme c'est sa manière de faire de l'acting. Ça l'aide, ça paraît pour personne, mais ça l'aide. C'est ça, tu sais. Mais ça fait en sorte, encore une fois, de revenir sur ce sujet que oui, c'est par moments, ça peut avoir l'air un peu extravagante puis un peu out there, mais comme toute une réflexion derrière ça, il y a aucun move qui est comme complètement il fait pas ça pour avoir l'air weird, ça a une logique sur l'approche du rôle là. C'est son niveau d'être méthode. Ben lui, il appelle ça sa méthode acting, là, c'est le niveau chamanique. Là. Ouais, j'ai vu ça. Tu peux un peu toi et tout, Dan? Me semble. Ouais, c'est ça. Ben, je pense qu'il n'y a aucune entrevue où c'est qu'il définit clairement c'est quoi, là. Mais grosso modo, c'est le principe que à l'époque, justement, des chamans, là, ben, il avait tiré ça d'un livre qui disait que les premiers chamans étaient comme des acteurs qui allaient channeler des esprits, puis se mettaient en scène, ils recréaient des histoires des clans pour raconter des vérités sur le clan. Puis lui, il voit son approche un peu de la même manière que quand il acte, il se fait un peu comme possédé par l'histoire, par le personnage, pour vraiment faire ressurgir cette vérité-là de l'histoire. Là. C'est ça. Même au-delà, même juste dans cette sphère-là, tu vois quelque chose d'intéressant dans son processus. Là. Il fait pas rien pour rien. Là. Ouais, c'est bon. J'avais lu ça, le nouveau chamanique, mais j'avais aucune idée d'où est-ce que ça venait. Ben, j'en prends note. C'est la définition la plus claire que j'ai pu lire. Là. Parce que, c'est ça. Mais parce que Nick, j'ai l'entrevue, il est aussi genre, j'ai été en voir pas mal pour me préparer à l'épisode, puis il est pas très bavard sur sa vie personnelle puis sur son parcours, mais si tu lui questionnes sur l'acting, là, il va vraiment allumer puis il va vraiment commencer à être un verbomoteur, donc c'est ça. Mais sur cette question-là du nouveau chamanique, il va tout le temps donner des exemples, mais il va jamais essayer de préciser vraiment c'est quoi, mais pour lui, ça fait du sens, c'est ça qui est important. Ben oui. C'est son petit secret. Absolument. Je me demandais, vous autres, je sais que Daniel, ça fait un bout que tu l'as pas vu, mais t'as-tu une scène qui t'a parlé plus, qui t'a fait réagir plus? Ou Raphaël aussi, là, je pose la question de... Ben, moi, dans Vampire Kiss, c'est sûr que genre... Ben, moi, c'était... Ouais, vas-y. Ah, vas-y. T'as pas mal de parties. Non, mais Vampire Kiss, moi, il y a la scène... c'est quand même vers la fin du film, là, quand il arrache... la plaque de bois puis il essaie de trouver quelqu'un pour le stabber là, puis qui court dans la rue en paniquant I'm a vampire! Ah oui. Vraiment, ça a l'air over the top de même, mais comme quelqu'un qui est en train de virer fou puis qui se prend pour un vampire, là, genre ça ressemblerait à ça. Là. Moi j'en ai vu des gens en psychose crier à côté du Thames Beauport, là, à côté de Robert Gifford pour les gens de Québec, relate. Puis ça ressemble à ça, là, c'est pas. Puis cette scène-là, justement, ça te met dans un état, là. Il y a quelque chose de comme vraiment fou, là. Ah ben, cette scène-là, justement, qui dit « Kill me, I'm a vampire », là, puis ça a été filmé comme de loin. Ouais. Puis c'est des vrais passants dans la rue qui passent, ils savent pas qu'ils se font filmer. Fait que tout le monde réagir ou l'ignorer, comme si c'était quelqu'un en psychose. Ça montre que ça marche, là, qu'il a l'air d'être en psychose. Sinon, tout le monde fait genre, mais c'est un acteur, c'est Nicolas Cage. Il était pas assez connu. Aujourd'hui, ça marcherait moins, je pense.
J'essaie de penser à ma scène. Moi, j'aime bien la scène aussi qui parle. Je me semble il parle à genre sa psychiatre, mais elle n'est pas là. Ou, je sais pas, il parle tout seul d'un moment donné, là, Ouais, cette c'est scène-là, ouais, là, puis la voix qu'il a, puis la face qu'il fait, il a pas l'air là, pas en tout. Puis c'est juste magique. Puis je pense que ça précède la scène où il part avec son bâton, puis il dit tuez-moi, là, ou je sais pas trop. Ouais, Là. il marche avec son bâton dans la rue, puis comme il Ah fonce ouais, puis dans un poteau. Puis là, il parle au poteau comme si c'était sa psy, mais oui, ça c'est ça. alterne Ok. entre comme il est Ouais. dans la rue, puis il parle à rien, puis il est chez sa psy en complet tout propre, puis il parle super bien. Ah oui, c'est ça, Ça oui. alterne entre les deux. Ça, c'est bien. C'est ça, j'aimais j'aime beaucoup le cette clash scène-là entre aussi. les deux, tu sais, la réalité versus ce que lui, il s'imagine, là, c'était assez... Puis, comme je dis, la voix qu'il prend, là, il est comme tout pas là puis... Mais dans sa tête, il est super comme clair, puis tout fait du sens, puis sa psy est super fière de lui, comme « Ah, tu t'en es remis, bravo! » Puis pas Ouais. pantoute. La psy est là, je te présente la femme parfaite pour toi. C'est vrai. Allez vivre votre grande histoire d'amour. Tu sais, c'est Ah comme oui. dans sa tête, c'est comme tout est beau. Ouais. Ouais, c'est Mais c'est ça, mais genre, tu sais, on en parle, puis ce qu'on se rend compte en en parlant, c'est que justement, nous, on a vu le film, puis vu qu'on a vu le film, cette performance-là fait vraiment du sens. Puis je pense que, tu sais, ultimement, dans l'univers, là, il y a plus de gens qui ont sûrement vu des supercuts ou des genre des vidéos qui montrent Cage dans ses moments les plus cinglés dans ce film-là, puis qui, à partir de là, ils se disent, ben, voyons, on est Cage pas un bon acteur. Mais ceux qui ont vu le film font comme, ben oui, ça fait du sens. C'est Ben chose moi, intéressante. j'avoue que j'ai été tenté de voir Vampire's Kiss à cause de toutes les scènes, tu sais, I'm a Ben oui. Vampire, l'alphabet, tout. Mais quand j'ai vu le film, j'ai fait OK, non, il y a vraiment plus que juste les jokes, là. C'est quasiment pas une comédie, le film, là. Tu sais, oui, il y a des bouts de comiques, mais tu sais, overall, c'est quasiment plus dramatique qu'autre chose, là. C'est la Ouais, descente c'est en tragique, folie là. d'un homme qui est comme plus là, là. Je sais pas si c'est. Tu sais, oui, il y a beaucoup l'aspect qui vient de se faire mordre puis qui a viré fou, mais tu sais, comme tu disais, il manque d'amour, il manque beaucoup dans sa vie, fait qu'il a juste comme pété une fuse puis that's it, là. Mais ce que tu dis, c'est bon aussi, c'est que faut pas non plus oublier qu'il y a un degré d'humour là-dedans. Là. Tu sais, Nick Cage puis le réalisateur, ils savaient ce qu'ils faisaient en faisant des scènes comme ça. Ils savaient que genre, il y avait aussi ce côté-là qui était amené dans le film. Là. C'est pas. Ils sont pas. Tu peux pas te moquer de quelqu'un qui essaye de te faire rire à quelque part dans certains points. Là, fait que, Mais non, c'est ça. parce qu'on a dit beaucoup plus de choses que j'aurais pensé sur Vampire Kiss, mais. Il y en a quand même J'en ai beaucoup à d'autres dire. notes, mais je sais qu'on a plusieurs films à parler. Mais on va sûrement y revenir de toute façon, mais qu'on aborde Renfield, là, parce qu'il y a des parallèles à faire sur ton approche aussi. Là, mais Ah oui, hein. si on continue dans le temps, mais c'est ça. Après ça, on va pas faire la carrière de Nick Cage au complet. On va vraiment, comme je disais, se concentrer sur ces films plus liés à l'horreur. Là. Il y en a un qui, comme, on n'a pas vraiment décidé de l'aborder en profondeur, mais je pense qu'il est comme un peu incontournable parce que sinon, on va se faire approcher de ne pas en avoir parlé, mais c'est Wicker Man. Ouais, comme pas le choix, là. Ouais. Puis Wicker Man, c'est comme un peu le moment de la carrière de Nick Cage où c'est que sa vraie, mettons, chute de son piédestal là, qu'il avait acquis en gagnant un Oscar puis en étant de plus en plus un acteur bankable. Pour beaucoup de gens, on a commencé avec Wicker Man. Puis Wicker Man, c'est un film qui est vraiment intéressant sur plein d'aspects. On le sait tous, c'est un remake du film Wicker Man original qui est un classique de l'horreur avec Christopher Lee, qui est un film qu'on pourra aborder éventuellement dans un autre épisode du podcast, tellement il y aurait beaucoup de choses à dire. C'est comme un peu le film emblématique du folklore horror, puis ça. Mais ce remake-là de Wicker Man avec Nicolas Cage, on se rappelle beaucoup, mettons, encore une fois, il y a beaucoup de scènes de supercut de Not the Bees. Not the Bees. D'ailleurs, qui n'est même pas dans le film, là, qui est une Ouais, scène non, c'est ça, c'est une scène délitée qui a été remise dans la version unrated. Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, c'est la version que j'ai regardée un matin. Ouais. Il disait Not the Beast. Ah, c'est ça. Mais t'étais pas dans la version cinéma. Puis, tu sais, le fait qu'il est déguisé en ours, puis qu'il punch du monde, puis que. Il punch des femmes. Ouais, c'est ça. Il punch puis il kick des femmes dans la face. En tout cas, puis, comme How Did It Get Burned, toutes ces scènes-là qui sont des récurrentes des vidéos Nick Cage, mauvais acteur, mais. Wicker Man, c'est. OK, je suis d'accord avec vous. Mais je sais pas c'est quoi votre opinion sur Wicker Man. Moi, la mienne, c'est que c'est effectivement pas
un chef-d'œuvre, là, mais c'est quand même pas le navet que tout le monde décrit. Non. Moi, quand je le définitivement regardais un pas. matin, là, je me suis dit, oui, c'est plein d'incohérences, là, parce que tout ce qui se passe est supposé être ultra orchestré, mais il y a plein d'affaires qui font pas de sens, des trucs que c'est impossible de prévoir ça. Même si c'est ça qu'ils disent dans le film, là, mais ça reste que ça faisait des années que je l'avais pas vu, puis bon, je savais où est-ce que ça s'en allait, ce film-là. Mais je l'ai trouvé meilleur que je pensais que je le trouverais, honnêtement. La performance de Nicolas Cage est bonne. Les acteurs sont bons. C'est vraiment au niveau. Si tu t'assois dans ton divan et que tu dis je fais pas trop attention à l'histoire puis à quel point ça fait du sens, c'est très correct. J'ai réécouté cette semaine, puis c'est peut-être parce que je m'étais tapé genre toute la filmographie de Shyamalan le mois passé, mais je trouve qu'il y a beaucoup de liens à faire avec un film comme The Happening, là, que c'est un film qui est un peu, mais je pense qu'il est un peu incompris sur le côté que je pense que le réalisateur puis Cage puis toute l'équipe avait volontairement voulu ajouter un espèce de layer un peu comédie noire dedans, mais que ça a été un peu scrappé par peut-être, je sais pas si ça a été scrappé par la vision des studios si on back-off à dernière minute, mais tu te rends compte dans la performance, pas seulement de Cage, mais des autres aussi. Des fois, il y a des niveaux là, de jouer sur ce malaise-là, un peu comique, là, puis je pense que ça marche pour un film qui se passe d'horreur, qui se passe beaucoup de jours. Là. On retrouve beaucoup ça dans Midsommar d'ailleurs, là, aussi, là, ce côté-là un peu. Les gens qui ont des réactions un peu inappropriées, qui a vraiment un côté genre un peu uncanny valley dans les performances des acteurs, comment les gens du village réagissent par rapport à lui qui devient de plus en plus fou puis de plus en plus paranoïaque parce qu'il est tout seul sur cette île-là puis il peut pas appeler personne pour se faire secourir. Puis je sais pas, tu sais, je pense que si ce film-là, je pense qu'il est arrivé dans un moment où c'est que le cinéma d'horreur était beaucoup plus cantonné sur l'épouvante claire et précise, mais qu'il y a une espèce de petit mélange de genre qui peut-être est passé à la trappe avec le montage ou je sais pas quoi, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de plus derrière ça un peu. Personnellement, ça m'a laissé. Le lien que j'ai fait avec Midsommar, il n'est pas innocent parce que je pense que dans Midsommar, il y a ça aussi, là, même si j'aime pas beaucoup de films, je pense qu'il y a un degré d'humour là-dedans qui est volontaire aussi, mais je sais pas, je l'avais vu une première fois quand j'étais jeune, puis ça m'avait pas particulièrement marqué. Je pense que j'avais pas les clés non plus pour évaluer si c'était une bonne ou une mauvaise performance. Je m'étais juste dit que c'était vraiment en dessous de l'original, mais en le revoyant cette semaine, je me suis vraiment dit finalement, il y a peut-être quelque chose comme un bon film en dessous de ça. T'sais. Moi, j'ai vu qu'il était prévu pour être comme 18 ans et plus le film parce qu'il allait être plus gore, plus un peu d'horreur physique, là, peut-être plus de cadavres puis de trucs comme ça. Puis au final, ils ont décidé de le rendre, je sais plus, il était raté quoi, mais pour que plus de gens puissent le voir, probablement. Le film a peut-être été copié de beaucoup de coupages après, parce que c'était probablement filmé ou en partie. Là. C'est quand même étonnant, par exemple, qu'il ait voulu comme tourner ça down, parce que le film est sorti en quoi, 2006? Puis 2006, c'était le gros des remakes. T'sais, on avait eu Texas Chainsaw Massacre en 2003 qui était quand même assez gore. Puis la série des Décadences était là depuis 2004. Fait que le torture porn était à la mode. Fait qu'il a voulu comme s'en aller de cette vision-là, ça m'étonne. En même temps, je pense qu'un studio qui marquait un film avec Nicolas Cage se dit ce gars-là il va apporter du monde au cinéma. Surtout à l'époque en 2006, Nicolas Cage était encore un gros acteur. Puis peut-être qu'ils ont voulu justement essayer de banquer sur son pour faire un peu plus d'argent. Puis qu'ils se sont dit, genre, il y a peut-être un public plus familial, je sais pas. Ben oui, tellement familial comme film de Wicker Man. Ouais. Allez voir ça avec les petits. Mais sinon, toi, c'est ça, qu'est-ce que t'en as pensé de Wicker Man, Dan? Ah, ça fait quand même. J'ai pas eu le temps de le revoir, lui non plus. Là. Je voulais, mais je savais pas si on était pour en parler tant que ça. Fait que je me suis concentré plus sur mes films que rapidement. Là. Mais moi, honnêtement, je sais pas si c'est parce que j'ai pas compris l'original tant que ça, mais je l'ai préféré à l'original. Comme j'ai eu plus de fun
avec le remake. Comme j'ai adoré la performance de Nick Cage, puis comme vous parliez là, du côté Uncanny Valley, là, que tout est weird, que le côté parano, il est vraiment encore plus là. C'est sûr qu'il y a des scènes risibles, mais la scène la plus risible n'était même pas dans le film originalement. Tu sais, le Not the Bees. Mais le reste, je sais pas. Je trouvais que tout le monde, comme on a dit, tout le monde était bon. Il y avait quand même Lily Sobieski, puis l'autre là, qui joue la chef à la place de Christopher Lee. Là, c'était des excellents acteurs. Là. Puis, je sais pas, non. C'est un film que j'apprécie beaucoup, puis que je trouve ça triste que ça a comme été le premier, on va dire le premier clou dans le cercueil de l'opinion populaire de Nick Cage, là, tu sais. Fait que, non, moi je vais le défendre, ce film-là, jusqu'à temps que le monde l'apprécie plus, je pense. J'avoue que pour avoir vu la version qui avait le Not the Beast dedans, peut-être qu'on apprend à l'apprécier avec le temps, le Not the Beast, mais ce qui était le plus risible de cette scène-là, c'était les effets spéciaux. Ouais. Plus que lui. Plus la performance. Sa performance rendue à ce point-là du film, là, 2 minutes avant, il portait un seau d'ours à grandeur. Fait que tu commences à lâcher prise. Là. Ouais, c'est ça. J'ai flashé sur un truc, dans Midsommar, le personnage à la fin, il se fait brûler en saut d'ours. Ouais. Il y a comme plus de lien qu'est-ce que je pensais. Je l'avais mis dans tout. Je me souvenais quand j'avais vu Midsommar, je m'étais dit, c'est sûrement référence à Wicker Man. Ben cool, mais je pense qu'on ne s'étendra pas plus sur Wicker Man. Je pense qu'on a de toute façon l'opinion assez similaire tout le monde. Mais puis qu'on peut aborder tout de suite, en fait, cette espèce de. Ben, la raison pour laquelle on est ici, c'est l'espèce de renaissance qu'il y a eu récemment dans les dernières années avec en s'imposant de plus en plus comme une espèce de figure incontournable de l'horreur. Chose qu'on aurait pu voir soupçonner à ses débuts de carrière, comme tu disais, avec des films comme Empire's Kiss, des choses comme ça. Pour ses aventures comme producteur aussi, parce qu'il produit des films aussi. Nick Cage, j'ai d'ailleurs produit, je n'ai parlé avec Eric en début d'épisode, mais Shadow of the Empire, là, qui raconte le tournage supposément du film Nosferatu. Oui, avec, c'est vrai, il est producteur là-dessus. Ouais, c'est lui le producteur, en fait. Puis il avait produit le film au début, puis il voulait jouer Max Schreck, là, il voulait jouer le vampire. Mais finalement, il s'est désisté, puis il a validé le choix de Willem Dafoe, qui était sûrement le bon choix. J'aurais aimé ça voir Nick Cage vraiment faire Nosferatu, là, mais Willem Dafoe, il donne une performance vraiment cool là-dedans. Là. Puis, ben c'est ça, Nick Cage a toujours eu cet intérêt pour l'horreur aussi. Tu sais, il s'est souvent associé à des réalisateurs qui ont fait des films d'horreur aussi, puis il a eu beaucoup de flirté avec le trailer, puis dans les dernières années, justement, il a commencé à évoluer comme figure d'horreur avec notamment Mandy, le film qu'on va aborder bientôt, mais avant, c'est ça, justement, il a agit comme producteur sur ce film-là, puis ça m'a fait découvrir ça m'a comme fait découvrir toute l'espèce de comment qu'on, tu sais, l'iceberg, Nicolas Cage et Dracula, là, parce que non seulement il y a ça, mais tu sais, le film original de Nosferatu, il a été remaké dans les années 70 par Werner Herzog, qui lui aurait réalisé le film Bad Lieutenant avec Nicolas Cage. Mm-hmm. Puis Werner Herzog, son acteur fétiche, c'était Klaus Kinski. Puis Nicolas Cage a souvent été qualifié comme le Californian Klaus Kinski. Puis il y a comme plein de liens à faire. Mais en tout cas, c'est ça pour dire que ouais, depuis quelques années, Nicolas Cage est comme devenu vraiment une espèce d'incontournable de l'horreur. Puis c'est la performance comme qui a vraiment ancré ça dans la tête de bien des gens, puis qui a comme commencé à le faire ressortir un peu d'une méandre de la moquerie puis des mimes, c'est Mandy. Et donc, c'était le film que je voulais aborder, fait que je vais le faire maintenant. Donc, Mandy, film de Panos Cosmatos qui est vraiment un film ovni, produit en partie par la société de production de Elijah Wood, puis qui s'appelle Darkwood Pictures, puis XYZ, qui est une autre compagnie de production qui a produit beaucoup de films par la suite avec Nicolas Cage, là, qui a comme notamment Prisoner of the Ghostland, puis une couple d'autres films comme ça. Ben, la compagnie d'Elijah Wood, c'est pas Spectravision? Spectravision, excuse-moi, je me suis trompé. Merci. Ben, ça s'appelait autre chose avant, qui sonnait comme ça, me semble. Ouais. Merci, Dan. C'est ça qui arrive quand j'ai pas de notes. Mais ouais, c'est ça. Puis le film, grosso modo, c'est Nicolas Cage joue le personnage de Red, qui est un bûcheron qui vit avec sa blonde Mandy, qui est une artiste. Et les deux sont malheureusement victimes d'une attaque par une espèce de chef de culte qui est complètement
intense, puis qui est complètement mégalomane, qui se prend pour une espèce de dieu revenu sur Terre, et qui tombe un peu sous le charme de Mandy, décide de kidnapper. Finalement, ce sera pas vraiment un spoiler vu que c'est comme le milieu du film. Puis de toute façon, je l'ai pas dit, mais on va spoiler les films là, parce que fuck it, là, faut en parler un peu. Mais justement, Mandy se fait brûler à la moitié du film et la deuxième moitié du film, c'est Nicolas Cage qui essaie de se venger. Puis là, ça part dans un délire qui est complètement halluciné. Il se bat contre des espèces de motards qui font penser presque à des personnages de Hellraiser. Des démons. Puis il y a des scènes, il y a un combat, un duel de chainsaw, il y a toutes sortes d'éléments qui arrivent un peu de nulle part. Puis Nicolas Cage, pendant tout ce temps-là, il offre une performance qui est à la fois une des plus vulnérables de sa carrière puis une des plus enragées. Puis cette dichotomie-là qui fait vraiment partie du jeu de Nick Cage depuis toujours, a vraiment ça se manifeste vraiment dans Mandy. Puis c'est Mandy a comme vraiment contribué à le remettre sur le devant de la scène comme un acteur avec lequel il faut compter. Puis pour moi, la scène qui est la plus emblématique de ça, c'est justement la scène où c'est qu'il voit Mandy se faire brûler. C'est que j'ai jamais eu autant de peine pour Nicolas Cage qu'à cette scène-là. Tu ressens vraiment la détresse sur son visage. Il a l'air tellement perdu. Puis il y a quelque chose de vraiment poignant là-dedans. Puis tout de suite après, il y a la scène, évidemment, comme tu en as parlé tantôt, Dan, là, de la salle de bain qui est comme une espèce de rage, là, mais qui est à la fois tellement vrai, tu sais, que tu te dis, que ce gars-là, tu le vois dans le début du film, là, c'est pas quelqu'un qui est ultra expressif, il est très en sous-jeu avec Mandy, il est très doux, il chuchote, il est comme très attentionné. Quand il arrive là, il est comme, il est rendu à un point, c'est qu'il en peut juste plus, puis il décide qu'il va se venger, puis il va dans la toilette, il se met à caler une bouteille d'alcool, puis il se met à crier, puis cette scène-là, ça donne des frissons, là. Mm-hmm. Il a envie de pleurer, il crie, c'est beaucoup d'émotions. Il passe par toute une gamme d'émotions, là, c'est assez intense. Là. Puis tu parlais de vulnérabilité, il est en bobette dans cette scène-là. Là, ouais. Tu peux pas être plus vulnérable que ça. Là. C'est clair. Puis en plus, son personnage, si je me souviens bien, c'est un ancien alcoolique dans ce film-là. Ouais. Fait que le fait qu'il se remette à boire, ça veut dire que pour lui, sa vie est finie. Là. Il s'en fout, il n'a plus rien à perdre. Fait que c'est pour ça qu'il part, puis il va aller détruire ce culte-là, puis c'est toute une vengeance qu'il fait. C'est de toute beauté. Ouais. Puis à l'origine, ce qui est intéressant, c'est que justement, il avait été approché pour jouer le rôle du chef du culte, qui lui a vraiment ce côté-là. À quelque part, tu aurais pu voir comment Cage aurait pu fitter pour ce rôle-là, parce que justement, il est vraiment très démesuré, des grosses crises, il surjoue. Mais Nick Cage a vraiment insisté pour jouer Red, parce qu'il lui était aussi au côté, justement, lui aussi il a eu des problèmes d'alcool dans sa vie, puis pas longtemps avant, il y a eu un divorce qui a été dur pour lui, tu sais, puis je pense qu'il relatait beaucoup à cette détresse-là, puis à ce côté-là de comme plus être capable, puis ça a vraiment été un choix payant d'accepter de faire ce switch-là, parce que le film aurait sûrement été bon quand même avec un autre acteur, mais la performance de Nick Cage l'élève vraiment haut. Puis même si tu perds peut-être un peu du côté jeune versus vieux qui voulait être installé avec originalement en prenant un acteur plus jeune que lui pour faire Red, autant le côté humain, là, le côté espèce de relatable qu'on trouve là-dedans est décuplé. Là. Justement, avec un acteur comme Nick Cage, ça marche d'autant plus parce que c'est une figure qui est rassurante, c'est une figure qu'on est habitué de voir au cinéma, c'est une figure à laquelle on associe quand même une certaine sympathie, tu sais. Puis le voir justement dans cette détresse-là, puis dans cette rage-là, il y a quelque chose de comme vraiment, vraiment qui fonctionne vraiment, vraiment bien. Là. Ouais. Je pense que je pourrais pas aussi bien dire que ça. C'était vraiment là, wow. Ouais, non, c'était toute une performance, puis c'est comme tu dis, là, c'est le film qui l'a remis sur la map. Le monde se sont rendu compte grâce à Mandy de comme hey, il est encore bon, lui. Exact. Puis, tu sais, je pense que sûrement qu'il y a certaines personnes qui ont vu la scène des toilettes puis qui ont ri parce que c'est des épais, mais genre, oui. autant, pour vrai, si tu prends un peu de recul sur ce qui se passe, là, c'est comme,
il y a une vérité là-dedans, là, puis on en a parlé un peu au début de podcast, mais la carte des vérités dans le jeu de Nick Cage, c'est comme le truc fondamental, puis même si des fois ça a l'air gros, ça a l'air surjoué, tu peux pas être plus vrai que ça. Ça aurait pas marché si ça avait juste été genre un gros plan fixe, puis tu vois une larme délicatement couler sur sa joue, là, parce que personne ne réagirait de même dans ce qui vient de lui arriver. Là. Il vient de perdre l'amour de sa vie, il s'est fait casser la gueule, elle a brûlé devant lui par des mégalomanes pour aucune crise de raison. Tu sais, c'est sûr que tu bats triple. Fait que quelque chose de. Ouais, c'est un film vraiment marquant. C'est un film qui reste avec toi aussi par la suite. Je trouve. Là, si les gens n'ont pas vu Mandy, d'ailleurs, c'est sûr que c'est une recommandation intense. C'est pas si grave si on vous spoil, à fond, parce que c'est pas un Non, film à scénario avec c'est des une twists. expérience, Là, ce film-là. ouais. C'est le visuel, c'est la musique, c'est tout. Puis la performance, évidemment, là, mais comme c'est une expérience, ce film-là. Moi, je me souviens quand je l'avais regardé, là, j'étais autant, qu'est-ce que je viens de regarder? Puis t'es comme, oh my God, j'ai aimé ça. Puis j'étais comme, j'y ai pensé longtemps, là. Puis moi, j'en avais parlé sur ma chaîne dans une de mes vidéos, là, une vidéo que je suis avec mon partner. Puis tout le long, j'étais comme, merci de m'avoir montré ça, tu sais. J'en revenais pas, puis ça m'a. C'est comme je l'ai dit tantôt, c'est ça qui m'a fait retomber en amour avec Nicolas Cage. Là. Pas que je l'aimais plus, là, mais tu sais, c'est quelque chose. Il faut vraiment que le monde voit ça puis qu'ils s'en fassent leur propre idée. C'est sûr que c'est pas pour tout le monde. C'est weird en tabarouette. Là. Oh, ouais. Tu sais, le début du film, il est quand même lent. Justement, Nicolas Cage, il est plus doux. C'est des dialogues de salon un peu. C'est un peu plus contemplatif. Là, il y a beaucoup de jeux de couleurs aussi. Puis là, mais je pense que le synopsis du film, comme qui était annoncé, c'était que c'était une histoire de vengeance. Mais c'est surprenant dans le film que la mort de Mandy, elle arrive comme à la moitié du film. Ouais. Elle arrive vraiment tard. Là, fait que ils ont le temps d'installer beaucoup de choses avant d'arriver à ce moment-là, puis de partir sur le rampage de Nicolas Cage. Ah, puis on disait tantôt, Nicolas Cage amène beaucoup de lui dans ses rôles. Quand il parle avec Mandy, un moment donné, il parle de Galactus, qui est un personnage de Marvel. Puis, tu sais, Nicolas Cage est un très grand fan de Marvel. Fait que je sais plus si ça avait été improvisé, mais en tout cas, je me souviens que c'est lui qui avait dit « Ah, je vais vous parler de tout ça parce qu'il connaît ses affaires, Nicolas Cage, quand il en vient au BD. » Là. Tu sais, veut pas, il s'appelle Cage pour Luke Cage, qui est un autre personnage dans cet univers-là. Là. Ben, lui-même, son fils s'appelle Kal-El, comme le nom de Superman. Et lui, il a souvent dit qu'il y a 3 rôles qu'il avait joué. C'était le Capitaine Nemo dans De 100 milieux sur les mers, Superman, puis Dracula. Il en manque un, là. Fait que, ben cool. Ben, je pense qu'on ne s'attendra pas plus sur Mandy que ça. Là. Je pense qu'on peut tout de suite arriver à tes choix à toi, Dan. Ben, moi, c'était le premier, je pense, c'est le film qu'il a fait tout de suite après, ou ben, peut-être pas tout de suite, mais le premier gros film qu'il a fait après, parce qu'il en a fait quand même une coupe en direct-to-DVD entre les deux, là, mais c'est Color Out of Space de 2019. Ce film-là raconte l'histoire de la famille Gardner qui est allée s'installer sur une ferme isolée pour échapper à la folie du monde d'aujourd'hui. Puis il y a une météorite qui s'écrase sur leur terrain. Et après ça, leur environnement subit une espèce de mutation, le temps et l'espace aussi, puis eux avec. Puis, c'est bien dit. Puis dans ce film-là, Nicolas Cage joue le père de la famille, qui est un gars qui détestait son père, qui a détesté les dernières années qu'il a passées avec, parce que son père, si je ne me trompe pas, il est mort du cancer, puis il a passé ses dernières années dans un hôpital. Fait qu'il voulait vraiment s'en aller de la ville, puis vivre de la nature, dans la nature. Fait que ça rejoint un peu aussi Mandy de ce côté-là. Là, il voulait s'en aller. Puis au début, encore une fois, il y a vraiment une cassure qui se fait. Au début, il est tout doux. Puis il est super gentil avec sa famille. Tout le monde s'aime. Tout est friendly. Puis aussitôt que la météorite s'écrase, il devient comme pas froid, mais il devient comme
il y a de quoi qui se passe dans sa tête, puis des fois, il répond bête. Il va être super sec, puis sa famille. Ah! Ouais. Mais Color Out of Space, c'est une adaptation de l'histoire du même nom de Howard Phillips Lovecraft, Yes. qui est H.P. Lovecraft. C'est la 5e adaptation de l'histoire de Color Out of Space. Premièrement, il y a eu Die Monster Die en 1965. Après ça, il y a eu The Curse en 1987. Color from the Dark Space en 2010, puis celle-là en 2019. C'est produit par Spectrovision, la même compagnie qui a fait Mandy. C'est réalisé par Richard Stanley, qui avait pas réalisé depuis L'île du Docteur Moreau en 1996, 23 années avant. La musique est faite par Colin Stetson, qui avait aussi fait la musique de Hereditary et du nouveau Texas Chainsaw Massacre. Pour son rôle, Nicolas Cage a canalisé son personnage de Vampire's Kiss pour faire la voix du père de son personnage. Puis plus le film avance, plus il parle comme lui. Puis c'est aussi un peu inspiré de la performance de Jack Nicholson dans Five Easy Pieces de 1971, particulièrement dans la scène où il capote dans son char. Mais c'est intéressant que tu parles de la voix parce que, puis la voix du personnage de Vampire's Kiss, puis qu'il a souvent dit en entrevue aussi que la voix du personnage de Vampire's Kiss était beaucoup calquée sur la voix de son propre père à lui. Oh wow! Ça, Ouais. je l'avais pas entendu celle-là. Donc, quelque chose d'intéressant là-dedans aussi, il joue un père de famille, il va chercher son. C'est pas ça. Mais ouais, ce film-là, je l'adore. Je pense c'est un de mes films d'horreur préférés des dernières années. Puis c'est pas nécessairement mon préféré de Nicolas Cage parce qu'il est pas le focus. Tu sais, il est là, il est très présent, mais c'est pas lui le personnage nécessairement principal, si on veut. Tu sais, oui, il fait partie de la famille, on le voit quand même beaucoup, mais tu sais, on voit surtout ses enfants, puis le personnage. C'est un film d'ensemble cast, là. Il y a, Ouais, il y a c'est toute la ça. famille qui est comme. Ouais. Parce que sinon, il y a aussi le personnage de Ward Phillips, qui est un clin d'œil à Lovecraft qui s'appelait Howard Phillips. Puis il écrivait ses histoires à la première personne. Fait que c'est pour ça qu'ils ont nommé ce personnage-là comme ça. Puis en même temps, c'est pour faire un pied de nez à l'écrivain parce que le personnage est noir et Lovecraft était très raciste. Ouais, notoirement raciste. Bien joué. Je trouvais ça vraiment intéressant, ce petit fait-là. J'ai-tu autre chose à dire? Non, c'est pas mal. Ben, j'avais pas tant de notes que ça parce que, comme je dis, au côté Nick Cage, c'est pas mal ça que j'ai réussi à trouver, là. Ouais. Puis, toi, t'en as pensé quoi de ce film-là, Fred? Moi, je l'avais bien aimé. Là. Je me souviens que c'était un film que je voulais aller voir au cinéma quand c'était sorti. Puis je pense qu'à Québec, c'était pas resté longtemps à l'affiche. Puis j'avais manqué ma chance. Mais j'ai bien aimé. Je l'ai vu une couple de fois. Je l'ai pas vu récemment, là, mais je me souviens qu'il y avait le visuel est assez marquant, là, le changement de couleur, là, plus vers le magenta. Là, c'est beau. Je me souviens que la scène que je me souviens plus, là, c'était quand il y a comme les. Je pense que c'est la femme de Nicolas Cage puis son fils qui commencent à fusionner ensemble. Oui. Dans le grenier. C'est assez perturbant, ça. Ça, c'est. Le visuel, il était cool, là, mais ça prend au trip. Là. Ben, les effets spéciaux, on va faire un shout-out là, parce que ça marche vraiment bien. Il y a un côté, le côté body horror, puis comme toute la déformation corporelle, tout ça, il fonctionne vraiment bien. Là. Ça rappelle The Thing de Carpenter. Ouais, ça a l'air avec des effets pratiques, là, pas des tout fait à l'ordi, là, fait que ça paraît. Puis je pense qu'un autre scène classique, c'est les alpagas. Là. Ah oui. Hein. Qui deviennent toutes. Ben, ils fusionnent ils fusionnent là, comme d'alpaga. la mère puis le fils. Là. Ils fusionnent ensemble puis ils deviennent une espèce de tas d'alpaga. C'est assez. Ça et tout, ça frappe. C'est assez dégueulasse.
Mais tu sais, lui, justement, ce film-là, il est peut-être un peu plus classique horreur que Mandy. Mandy a un côté film expérimental à la limite à rattacher aussi, là, mais puis je pense que c'est un autre film qui a contribué à redorer son image auprès du public, le Color of Space, puisque il y a lui aussi eu des bons retours critiques, puis le monde ont apprécié sa performance aussi dans ce film-là. Même si c'était peut-être moins une performance genre flamboyante que dans Mandy, il y a quand même, tu sais, justement, quand il découvre sa femme et son fils, mutant, hein, tu relates pour lui. Là. Je pense que il a acquis cette espèce d'aura-là là, que tu es capable de comme, bien t'identifier à lui aussi, Nicolas Cage. Hein. Ouais. Tu sais, je trouvais pour revenir un peu à Mandy, c'est dans Mandy, t'oublies presque que c'est Nicolas Cage que tu regardes, là, tu sais, tellement c'est un autre personnage qui joue. Puis j'ai trouvé que Color Out of Space, tu t'en rends plus compte que c'est Nicolas on Cage que retrouve tu un peu notre regardes. Nicolas Cage dans celui-là. Ils jouent un peu plus des moments de folie, un peu comme on a vu avant. Mm. Un peu plus, peut-être un peu plus dans ses classiques comme performance, une très bonne performance, mais un peu plus, peut-être, je sais pas, un peu plus, je veux pas dire prévisible, là, mais un peu plus, on s'y attend plus à ça de lui, peut-être que ce qu'il a offert dans Mandy. Ouais, c'est vrai. Cool, puis sinon, Willy's Wonderland. Ouais, après ça, j'ai Willy's Wonderland, qui est, je sais pas si on peut le considérer comme un slasher. Moi, je le rentre dans cette catégorie-là. Au pire, aller, il est comme un à côté de slasher. Ouais. Dans ce film-là, Nicolas Cage joue un homme solitaire et très silencieux qui se retrouve poigné dans une petite ville isolée quand les pneus de sa voiture se font crever. Il n'est pas capable de payer les réparations, puis il se fait proposer de passer la nuit à nettoyer le Willy's Wonderland, qui est un restaurant familial abandonné. Mais ce restaurant-là, il y a un passé sombre, puis le nouveau concierge, qui est Nicolas Cage, est sur le point de découvrir. Puis il se retrouve piégé à l'intérieur où il y a des mascottes animatroniques possédées qui parcourent les couloirs. Fait qu'il va devoir se frayer un chemin à travers de chacun d'eux s'il veut survivre jusqu'au lendemain matin et retrouver sa voiture. Beaucoup de Puis, stakes. Ouais. c'est assez magique comme film parce que Nicolas Cage, dans ce film-là, il parle pas. Il dit Ouais. pas un mot. La seule affaire qu'il fait, c'est qu'il crie. Et Nicolas Cage, ça a l'air qu'il a eu le script un vendredi et le lundi, il avait déjà accepté le rôle parce que c'était un défi pour lui de jouer sans rien dire. Tu sais, tout passe par sa face. Puis ce qui l'a aussi attiré, c'est l'humour du film parce que c'est assez comique. Là. C'est une comédie d'horreur. Là. Tu peux pas prendre ce film-là au sérieux. Là. Pour ce film-là aussi, Nicolas Cage est producteur. Puis ça a l'air qu'il a décidé d'improviser sa danse devant la machine à pinball. Parce que Manny il se met à danser parce que son personnage, il a comme une obsession avec le soda au raisin Ouais. et le pinball. Fait que il prend des pauses je sais pas au combien de temps, là, on va dire aux 2 heures, il prend une pause, il s'ouvre une canette, il joue au pinball, après ça, il continue à aller nettoyer le restaurant, et ce, même si les mascottes l'attaquent. Fait que ça a un côté vraiment niaiseux, puis c'est ça qui l'a attiré vers le film. Ça a l'air qu'il a lu le script, il a fait comme non, faut que je joue là-dedans. Puis, puis justement, par rapport au soda au raisin, il y a un peu des parallèles à faire avec le jeu vidéo, parce qu'en plus, c'est assez inspiré de Five Nights at Freddy's, mais tu sais, il boit son soda comme si c'était des power-up, puis il en boit avant chaque combat. Puis les pauses où ce qui joue au pinball, ça a l'air que c'est un peu une référence aux mini-jeux qui peuvent être joués après que tu es mort dans Five Nights at Freddy's. OK, je savais pas ça. Non, moi non plus, je ne savais pas. Parce que j'ai jamais joué à Five Nights, là, ça m'a jamais attiré. Ouais. Je trouve l'histoire a l'air vraiment cool, mais c'est pas mon genre de jeu pantoute. Là. Ouais, les jeux à jumpscare, je suis pas full fan non plus, ça, étrangement. ça prend autre chose. Mais Dans ce film-là, comme on dit, Nicolas Cage dit rien. Toute l'exposition passe par les autres personnages. Tu sais, tous les personnages, ils font comme tu sais, exemple, au début du film, il est dans le towing du gars qui ramasse son char, puis il dit
Ah, tu viens d'où? Là, Nicolas Cage répond pas, il fait juste le starer, il fait comme Ah, t'es un gars de même, toi. Et puis là, tu sais, il parle pour lui, tout le monde parle pour lui. Puis tout passe par les autres. Puis c'est super niaiseux comme film, mais moi, j'ai eu du fun avec. C'est juste une ride, le fun. Tu sais, tu peux juste t'amuser en regardant ce film-là. Tu peux pas. Puis comme je dis, il faut pas que tu le prennes au sérieux parce que si tu le prends au sérieux, oublie ça, là, tu n'auras pas de fun parce que c'est trop stupide. Là, tu sais. Le fait qu'il prenne des pauses absolument, même s'il est en danger de mort. Puis le fait que ce gars-là, qui a l'air à l'apparence normale, tu sais, ça a l'air d'un gars de tous les jours, là, puis qui est capable de décalisser toutes ces mascottes-là comme si de rien n'était. Là, faut que tu rentres, faut que tu sois dans le mood. Puis moi, ça a été un de mes highlights l'année passée parce qu'il est sorti en 2021, mais moi, je l'ai juste vu l'année passée. Puis j'ai capoté, j'ai eu bien trop de fun. Puis là, ben, ça m'a donné encore plus le goût et hâte de voir le film de Five Nights at Freddy's, mais Nicolas Cage ne sera pas dedans, fait que ça ne sera pas aussi bon. Vraiment pas. Mais c'est le côté, je trouve ça intéressant, le côté des petits sodas comme un power-up. Puis je pense que ça a une logique dans le scénario, mais j'étais sûr que c'était le genre de truc que. Parce que, tu sais, Nick Cage, j'aime ça à porter des gimmicks à ses personnages, là. Ouais. Ils arrivent souvent, mettons, l'exemple typique, c'est le côte de serpent dans Wild at Heart, là. Ah oui, oui. C'était son côte à lui qui a dit, genre, à David Lynch, hey, ça te pense que ce serait hot. Puis finalement, c'est vraiment le truc full emblématique de son personnage, là. Il dit que ça définit son identité à un moment donné. Non, ouais, il y a comme sa petite phrase tout le temps préfaite, là. This is my snakeskin jacket. It's a symbol of my individuality and je sais plus, là. Ouais, mais I believe in personal freedom, une affaire de même, je sais plus trop quoi. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, puis c'est quelque chose de comme récurrent. Puis j'étais sûr que le truc des Kenneth, c'était un truc comme ça, mais genre, en tout cas, peu importe ce que c'est, genre, ça marche. Puis moi, j'étais content, ce film-là, je l'avais reçu en avance avec Horreur Québec. Là, j'en parle souvent au podcast, on a des privilèges. Puis j'avais tellement hâte qu'il sorte, que le monde en le voit, puis que je puisse en parler, là, parce que genre, il y avait comme, je sais pas, c'est une performance justement un peu hallucinante. Là. Il y a quelque chose de très proche, mettons, aussi des films qu'il a pu faire avec le réalisateur, là, que je ne me rappelle plus son nom, mais lui qui a fait Ghost Rider 2 puis qui a fait Prisoner of the Ghostland. Là, c'est le réalisateur qui a fait Crank aussi, là, en tout cas, puis avec Jason Statham. Puis il est comme ce côté-là un peu genre over the top de comme action frénétique. Puis je sais pas, dans le contexte des animatroniques aussi, je trouvais que ça fonctionnait vraiment bien. Là. Ah, il est juste parfait, là. Puis, tu sais, le fait qu'il dit rien. Tu sais, on n'est pas habitué de voir Nick Cage qui dit rien. On veut son delivery, mais moi, honnêtement, je m'en suis pas ennuyé en regardant ce film-là. Tu sais, tout le reste du film venait comme, comment dire, remplir des trous. Mm-hmm. Moi, j'étais sûr que c'était son idée à lui de pas parler. Le script je pensais a été pas, écrit comme ça. je me disais, il s'est donné ce défi-là pour ce film-là, de pas parler. Mais, ça aurait pu être le cas, mais non, le scénario a vraiment été écrit pour que ce personnage-là parle pas. C'était un peu une référence au vieux western, là, où c'est que un étranger arrivait dans une ville, un étranger de peu de mots, là, genre Clint Eastwood, là, puis des affaires de même. Là. Puis surtout, en plus, que le film est très teinté de orange, de jaune. Fait que le film s'est basé un peu aussi là-dessus, là, sur le western. Le western. Vous, c'est souvent des duels, là, ils affrontent pas tellement, ils affrontent toujours juste un animatronique à la fois, puis tout le temps comme un duel à chaque fois. Les animatroniques auraient tellement pu gagner plus facilement s'ils s'étaient tous mis en même temps contre lui. Mais c'est pas très intelligent de leur part. Là. Les autres sont juste là à regarder un des leurs se faire massacrer. Mais on parle de jeux vidéo, il y a quelque chose de presque proche du jeu de combat quelque part. Là. Ouais. C'est comme à chaque niveau, tu t'affrontes un nouvel ennemi. Ça, tu reprends ton énergie avec tes sodas, puis tu passes au prochain. Quelque chose de cette logique-là aussi. Là. Ouais, puis jeu de combat, on disait, l'autre regarde pendant que l'autre se fait battre. Ben, les jeux de combat, il y avait genre Marvel vs Capcom, tu te choisis comme 3-4 personnages avant le match, là, puis c'est tout le temps un contre un. Même si l'autre y attend, là. C'est la même affaire.
Ah, genre, j'avais pas pensé à ça, mais le fait d'en discuter, ça m'a fait popper. Ouais, mais c'est ça pour dire, ben, justement, film, lui aussi, qui est peut-être pas le plus connu, là, mais Non, c'est pour ça qui que je vaut voulais la en peine. parler, parce que Très bon il est divertissement. un peu passé dans le beurre. Tu sais, Ouais. j'ai vu des critiques passer, mais c'est toutes des critiques qui, pas nécessairement qu'ils le bâchent, mais tu sais, ils font comme, ah, Nick Cage parle pas, ah, c'est plate. Ouais, mais ça rajoute un. Tu sais, qu'il a été capable de faire ça, c'est quelque chose, là. Ben, c'est ça, mais lui, il a toujours eu un jeu d'acteur, justement, c'est qu'il jouait beaucoup avec sa corporalité. Il C'est s'invente ça. tu sais, des styles aussi. Il change souvent de coiffeur, tu sais, comment il s'identifie au personnage, comment il bouge, comment les linges qu'il met, qu'on parlait avec le côte de serpent. Beaucoup de ses performances passent par autre chose que juste la voix. Fait que, à quelque part, c'est comme une continuité logique de son évolution, d'arriver à faire un rôle comme ça, là. Mm. C'est vrai. C'est vrai. Puis, ben, je suis content qu'on ait parlé de cette rétrospective-là. Puis là, ça nous amène vers le moment que tout le monde attend. Qu'est-ce qu'on a passé de Renfield? Renfield qui vient de tout juste de sortir. Renfield qui a été beaucoup mis de l'avant, notamment parce que, comme on le disait tout à l'heure, Nicolas Cage a toujours rêvé de jouer Dracula. Quand je parlais de l'iceberg tantôt, il y a comme il y a quelque chose il y a pas grand chose de plus évident que Nicolas Cage en Dracula. Et tout le monde l'attendait vraiment avec impatience, Renfield. Même si c'est pas exactement un film de Dracula, c'est un film qui est centré sur le personnage de Renfield, le serviteur de Dracula, dans lequel Nicolas Cage a un rôle de support et non un rôle principal. Mais justement, on va en parler. Mais c'est le moment aussi que je fais l'avertissement. On va entrer dans les détails, on va spoiler. Donc, si les gens n'ont pas encore vu le film, qui veulent pas savoir absolument rien, ben c'est le moment de partir et de revenir écouter le reste de l'épisode après que vous ayez vu. Oui. Fait que Renfield. Renfield. Premièrement, ce que j'aimerais dire par rapport à Nicolas Cage dans ce film-là, c'est que c'est vraiment à la hauteur de ce qu'on pouvait s'attendre. Performance est parfaite. Nicolas Cage en Dracula, on voulait voir une performance comme celle-là, puis on l'a. C'est ça. Ouais. Le film est vraiment pas un film d'horreur, c'est vraiment plus une comédie d'action qui frôle Comédie l'horreur. Parce qu'il y a d'action beaucoup de gore. Ouais, il y a du gore pas mal, c'est ça. Mais c'est pas un film d'épouvante. Genre, j'ai vu justement ami du podcast, le Martin, il a amené sa petite fille le voir, là, puis c'est approprié. Je pense que c'est pas un film qui va faire des cauchemars aux gens. Non, pas en tout. Mais justement, ce film-là, je l'ai beaucoup aimé. Ça m'a vraiment plu. Je m'attendais pas à ce qu'il se soit autant d'action. J'avais évité un peu de voir des bandes annonces et des choses comme ça, à part la base que j'ai vue au cinéma. Là. Je me suis pas plus renseigné sur le film que ça. Je voulais vraiment arriver avec un esprit frais. Puis l'action m'a vraiment surpris dans le bon sens, là, puis les effets spéciaux, puis toutes les chorégraphies. Il y avait quelque chose de presque proche d'un John Wick. Là. C'est pas dans le même niveau, là. C'est pas aussi chorégraphié, puis c'est beaucoup plus over the top, notamment à la scène c'est qu'il se bat dans le bloc appartement, puis qu'il arrache les bras, puis que genre ça va un peu dans tous les sens. Là, mais ce côté-là m'a vraiment plu. Puis bon, pour conclure sur Nicolas Cage en Dracula joue vraiment une version de Dracula que j'aimerais voir plus. On sait pas trop s'il va disparaître tout jamais à la fin du film. Peut-être qu'il pourrait ressurgir. Je sais pas si Universal vont faire d'autres films avec cette version-là de Dracula. Mais si c'est le cas, j'aimerais vraiment les voir parce que ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Moi, je verrais une préquelle avec Ouais, les années de Dracula avant qu'il arrive en Nouvelle-Orléans. Ce serait le exact. fun. Comment il s'est rendu là avec Renfield? Ça serait Comment il vraiment en est cool. venu à se cacher dans un vieil hôpital délabré, qui d'ailleurs est un vrai hôpital délabré Ouais. et qui a En été Nouvelle-Orléans. abandonné suite à l'ouragan Katrina Mhm. que j'ai entendu. Ben, Puis tu qui sais, le serait film. peut-être hanté. Bon, comme tous les hôpitaux abandonnés, là, quelque part. Mais c'est ça, ça se passe en Nouvelle-Orléans. Puis moi, pour y avoir été, je trouvais ça vraiment cool. Je trouvais ça. Il y a une couple de places que j'ai reconnues. Mais ouais, mais ce que tu dis, je trouve ça vraiment intéressant là, sur le fait que ça serait fun une préquelle parce que tu, ce Dracula là, a tout un passé là, qui est éludé à quelques moments du film. Puis il est très inspiré aussi, mettons, d'un historique de Dracula
grand. Les premières scènes du film, tantôt je n'ai parlé avec Eric, là, mais qui font des références, un hommage clair au Dracula de Todd Browning, là, de 31 avec Bela Lugosi, là, qu'ils ont, Oui. ils ont mis Nick Cage Ils ont et fait Nicolas comme Kung Hoult Pao, ils dans l'ont les inséré rôles. dans le film. Puis, fait qu'il y a ça. Je pense que en faisant ça, le film s'inscrit en filiation de ce Dracula classique-là. Mais il y a beaucoup d'hommages aussi, je trouve, au Dracula de Christopher Lee, là, les films de la Hammer. Là. Puis je pense que Nick Cage aussi, il a dit en entrevue que c'était Dracula-là qui l'avait le plus inspiré. Mais justement, le côté un peu victorien, là, au début du film aussi, il y a la scène aussi qui se fait comme un peu semi-exorcisé par un prêtre. Là, puis voir cette espèce d'historique de Dracula-là avec Nick Cage, je trouvais ça vraiment intéressant de revenir dans le passé là, à une époque. Là. Si le film fonctionne et qu'ils ont un peu plus de budget pour faire une suite, ça serait vraiment intéressant d'aller dans le passé, effectivement, de faire un vrai film d'époque de Dracula au 19e siècle. Là. Ah, ça serait le fun. De le voir au travers les années, là, un peu à la un entretien avec un vampire là, qui passe plein d'années. Ah ouais, hein, ça serait cool. Ah, puis je sais pas si vous avez remarqué, mais le gars qui joue le prêtre au début, c'est le même acteur qui jouait Charlie Brewster dans Fright Night. Ah ouais? Ouais. Je savais pas. J'avais pas remarqué, non, j'ai pas flashé avec une autre filiation de tout film le de long, vampire. tout le long, il est pas là longtemps, mais j'étais comme, ça il me dit quelque chose. Faites une petite recherche, comme, oh ben tabarouette, Charlie. Le film a plein de clins d'œil là, à l'histoire des films de vampires, pas juste Dracula, pour le fait qu'il ait mis comme le gars de Fright Night dedans. Mm-hmm. C'était quand même assez fou. Ah, puis je sais pas si vous avez remarqué, mais l'avocate qui sort, comment il s'appelle encore? Teddy? Le fils de la famille de criminels. Ouais. Teddy l'avocate, là, c'est Caroline Williams de Texas Chainsaw Massacre 2. Ah non, je savais pas. Je l'ai reconnu, j'étais comme ah, qu'est-ce qu'elle fait là? Puis une des filles parce que Renfield il va dans un groupe de soutien pour personnes dans des relations toxiques. Ben, une des filles qui est là-dedans, c'est une qui se fait massacrer par Art dans Terrifier. OK. Ouais. Fait qu'il y a plein de monde de l'horreur dans ce film-là. J'ai trouvé ça vraiment cool. Ben, le réalisateur, il y avait pas. C'est la première fois qu'il se frotte à l'horreur, même si c'est plus de comédie. Il avait réalisé Lego Batman, qui était aussi un autre festival d'Easter eggs puis de références. Là. Et je pense que c'est quelque chose qui lui parle beaucoup, probablement. Ouais, ça doit être ça. Puis non, c'est ça. C'est un film, justement, il est plus ancré, on le disait en début, là, il est plus ancré autour du personnage de Renfield, qui est d'ailleurs très bien joué aussi par Nicolas Hoult, là, qui est vraiment un bon vis-à-vis avec Nicolas Cage. Là. Les deux, ils ont une bonne chimie. Là. Ça fonctionne vraiment bien. Puis, ils avaient déjà joué ensemble dans un film, eux autres. Dans Weatherman. Je ne sais plus en quelle année. Là. Nicolas Hoult faisait le fils de Nicolas Cage, mais il était super jeune. C'est genre 2005, ça, je pense. OK, ouais. Ouais, dans ce coin-là. Il devait genre, mettons, 12-13 ans, Nicolas Hoult, mettons. Ish, peut-être, ouais. OK. Ben, c'est ça, tu sais, genre, ben, ça, probablement qu'ils se connaissent déjà, justement, puis ça marchait bien, cette dynamique-là, là. Puis, t'as vraiment de l'empathie pour lui durant le film, le Renfield, là. Tu roots pour lui. Je me suis vraiment. J'ai jamais été dans des situations de relations toxiques, mais je m'identifiais, j'étais comme genre, je voulais qu'il réussisse, là. Les scènes où Dracula, comme, rappelle sa place à Renfield, là, puis qui domine, quand Dracula domine Renfield, là, tu le sens, là, c'est des scènes, il y en a une couple, là, et c'est des scènes fortes quand même dans le film, là. Ouais. Puis l'humour, comme je disais, fonctionne vraiment bien. T'sais, Nicolas Cage, il est peut-être, lui, du début jusqu'à la fin, il est comme vraiment en mode grand méchant, là. Il fait pas de joke, il est comme vraiment, intense, mais dans le contexte du ton du film, ça fonctionne vraiment bien. Parce que c'est un film que les comédies d'horreur, des fois, là, c'est soit vraiment génial, soit c'est vraiment raté. Là. Le mélange des tons, il marche pas toujours. Là. Mais dans ce cas-ci, ça marchait vraiment bien. Puis je pense que justement, on parlait de Teddy Lobo, là, qui est comme l'espèce de mafieux. Je pense que si tu as des acteurs qui
qui se permettent de faire des performances un peu justement plus intenses. Ben Schwartz, dans le film, là, lui aussi, il fait une performance très, très grosse. Là. Il est beaucoup dans l'exagération. Mais justement, quand tu commences à banaliser ça, ça fonctionne. D'avoir des performances plus grandes, un peu comme celle de Cage, ça fonctionne encore un peu mieux, parce que je pense que beaucoup des performances qui sont décriées comme étant du surjeu dans la carrière de Kitsch, parce que, mettons, il était dans des films où c'est que les autres essayaient de jouer de manière plus naturaliste, puis que lui, il détonnait peut-être. Mais dans ce film-là, il fonctionne vraiment bien. Là. Ouais, parce que tout le monde joue à un peu du surjeu. Tu sais, ton Ben Schwartz, là, on dirait qu'il jouait son personnage de Parks and Recreation, mais c'est à coke. Ouais, c'est ça. Puis, est-ce que vous avez autre chose à dire sur Renfield? D'autres commentaires? Pas que le gore était magique. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Là. Puis c'était le fun et tout parce que c'était pas 100% CGI. Comme, il y avait l'air d'avoir beaucoup de gallons de sang qui ont été versés pour vrai. C'est sûr qu'il y en a du CGI, ils n'ont pas le choix, mais là, au moins, c'était comme... Les deux travaillaient de pair, pour que ça ait l'air quand même assez réel. Le CGI, il faut que ce soit un outil, il ne faut pas que ce soit une béquille. Puis là, je trouve que c'était vraiment parfait. Ouais, mais la scène, j'ai checké des behind the scenes un peu, puis la scène, c'est que Redfield, il punch la tête d'un des goons là, qui vient attaquer au début. Là, ouais. La tête à voile, un peu à la Jason dans Jason Tex Manhattan. Là. Genre, cette scène-là a été faite en vrai. Là, c'était vraiment un mannequin, puis la tête qui revolait. C'était vraiment impressionnant. Là. Ah, sweet. J'ai fait un peu comme toi. Là, j'ai rien regardé de bande-annonce, puis j'ai pas eu le temps de regarder des behind the scenes. Là. Aujourd'hui, je me suis concentré à regarder Colorado Space puis Willy. Là. Mais non, c'était tout un film. J'ai vraiment adoré ça. J'ai eu du fun tout le long, puis je sais pas, pas nécessairement que c'était pas ce à quoi je m'attendais, mais ça l'a été au-delà de mes attentes. Moi, je m'attendais à de quoi d'un un peu cucu, puis finalement, non, c'était pas ça. Ben oui, c'était un peu cucu, mais tu sais, je veux dire, comme un bon cucu. C'est ça. Moi, j'avais beaucoup aimé comme la première fois qu'on voit Dracula là, dans l'hôpital, là, puis il a comme recommencé à se reformer, puis il y a comme les prothèses avec genre juste une oreille, puis genre la face toute défaite. Là. J'ai trouvé ça super bien fait. Surtout qu'on voit Nicolas Cage acter avec ce genre de prothèse-là, masque. Puis ça, j'ai trouvé ça c'était très tôt dans le film, là, puis j'ai dit wow, ça c'est. Je pense que c'est. Là, c'est une des scènes justement où il domine Renfield. Là, fait que c'est une scène quand même. Je pense que je reste peut-être ma scène préférée juste à cause du maquillage là, de Dracula. Là, c'était vraiment cool cette scène-là, j'ai trouvé. Ben, c'est ça, parce qu'on voit qu'il y a quand même il est imposant, même s'il est à son plus bas. Dracula, il est comme super faible, mais Renfield est tellement comme quasiment comme, comment dire, il est à terre, là, déjà. Il est pris, il est prisonnier de cette relation-là. Là, c'est ça, il est prisonnier, puis Nicolas Cage, même à son plus faible, il le domine. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Là, il est vraiment dégueu. Là, comme tu dis, il est comme une oreille qui pend. Puis une affaire, par exemple, j'ai hâte de revoir le film pour le revoir avec des sous-titres parce que je suis pas sûr que j'ai tout compris dans cette scène-là. Ouais, mais je pense qu'une couple de fois, il y avait de la misère un peu articulée là, avec sa prothèse dedans. Là. Ouais. Mais dans les entrevues, il disait qu'il était parti avec puis qu'il s'était entraîné à genre aller à l'épicerie puis avec la prothèse puis à jaser genre mais oh wow il semble de le croiser avec ça doit être c'est ça c'était le saut un peu Nicolas Cage il te montre ses dents qu'est-ce que c'est ça non c'était tout un film sérieusement moi je le recommande puis je veux que le monde aille le voir au cinéma je veux que le film pogne je veux qu'il y ait une suite ou une préquelle je veux qu'il y ait quelque chose je veux qu'on ait d'autres films du genre tu sais que ce soit dans l'univers de Renfield ou au pire aller, n'importe quoi, il pourrait prendre de Wolfman puis en faire une comédie aussi, là, n'importe quoi. La porte est ouverte, là. Le monde ne le voit pas, mais t'as ton t-shirt des monstres Universal, on voit que ça te... j'ai fait un peu exprès.
Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Le mot de la fin, essentiellement, c'est comme tu viens de dire, je pense que ça vaut la peine d'aller voir ensemble. Pour une fois, Nicolas Cage fait un film qui n'est pas un direct-to-DVD, puis on voit qu'il commence à être de retour au box-office, puis qu'il retourne en forme. Je pense que c'est le moment d'embarquer dans le bateau, puis de venir avec nous supporter cet acteur-là, souvent mécompris. Et dans le fond, c'est ça. Je pense que j'espère que le podcast a pu démystifier certains trucs puis vous encourager à voir certains de ces films. Si on avait à faire une recommandation, je pense que si vous aimez l'horreur, ceux qu'on a abordés dans le podcast sont peut-être les incontournables. Là. Vampire's Kiss, Mandy, Color Out of Space et Willy Wonderland si vous êtes un peu plus en mode action puis truc un peu over the top. Là, ça vaut la peine de s'y pencher. Sinon, évidemment, Wild at Heart, on en a parlé, on n'a pas eu le choix parce que c'est une performance incroyable. Adaptation, la liste pourrait être longue. Là. Est-ce que vous avez un dernier film que vous aimeriez dire? Moi, j'encourage les gens à regarder le plus de films de Nicolas Cage qu'ils peuvent, parce qu'il y en a genre 100 aujourd'hui qui existent. Il y en a. La liste est longue. Là. Il en sort plusieurs par année. Moi, pour rester dans le monde de l'horreur, ou à peu près, là, je recommanderais quand même, on n'en a pas parlé, là, mais Mom and Dad. Ouais. J'ai trouvé ça, c'est un bon divertissement. Je pense que c'est ça 2018 aussi à peu près. C'est des parents qui deviennent fous puis qu'ils essayent de tuer leurs enfants. Fait que c'est très divertissant. Puis je recommanderais aussi Drive Angry. Yes, c'était ça que je voulais dire. Excuse-moi. C'est tellement le fun. Je te laisse en parler, vas-y. C'est parce que c'est un film qui est écrit par Patrick Lussier, puis j'ai un blanc de l'autre. En tout cas, il est réalisé par Patrick Lussier qui a aussi écrit genre Dracula 2000, je pense. Puis c'est un gros film d'action, Grindhouse, super niaiseux. Il y a Tom Atkins dedans, c'est super le fun. C'est des scènes d'action over the top. C'est une autre affaire de culte, là. C'est un culte sataniste dans celui-là. Dans ce film-là, Nicolas Cage sort littéralement de l'enfer avec son char, puis il s'en va secourir sa fille qui va se faire sacrifier par un culte, puis c'est n'importe quoi, puis c'est tellement le fun. Puis comme moi, il y a Tom Atkins dedans, puis Tom Atkins kick des culs. OK, il en kick pas tant que ça parce qu'il est rendu vieux, là, mais quand même. Non, ça reste juste être dans sa présence, tu courbes un peu les épaules. Là. Ouais. Puis son personnage dans Drive Angry ressemble un peu à son personnage de Willy's Wonderland, mais s'il parlait. Tu sais, ils sont les deux des gros badass là, de peu de mots. Parce que Drive Angry, c'est pas nécessairement le film à voir pour voir Nicolas Cage péter une coche. C'est le film à voir pour voir Nicolas Cage dans des scènes d'action stupides, over the top. C'est pas là qu'il va faire son Not the Bees, mettons, là. Cool. Ça fait déjà une bonne liste, là. Fait que, merci à vous deux. Merci, Dan. Merci, Fred, de s'être prêté à cet exercice-là. C'est la première fois qu'on fait un épisode consacré sur une filmographie d'acteurs. On en fera peut-être d'autres. Là. Dites-nous si vous avez aimé ça. Puis sinon, on se revoit au prochain épisode, probablement dans un mois, si on continue la cadence. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci.